Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors le sujet que nous allons aborder cet après-midi, c'est un sujet qui est de taille puisqu'il concerne l'intégralité de l'économie, puisque c'est la finance responsable et le financement de l'économie responsable. Pour accueillir nos différents protagonistes, donc on va avoir des profils très divers. On a Léo Lemordant, qui est le cofondateur et le président d'Enerfip. Avant le passage, la présidence et le fait de fonder Enerfip, vous avez participé à une entreprise qui s'appelle Velcan sur le développement de projets sur la transition énergétique. Nous aurons aussi Eric Felten. Eric Felten, vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole Nord-de-France et avant de rejoindre le Crédit Agricole Nord-de-France, vous étiez au Crédit Lyonnais, puis après avez rejoint le Crédit Agricole Normandie. Nous accueillons aussi Jean-Guillaume Péladan. Jean-Guillaume Péladan, donc après un parcours plutôt industriel chez Suez, vous avez fondé ou participé à fonder le Shift Project, qui est un think tank sur les sujets de transition énergétique. Et ensuite avait rejoint l'ADEME sur les financements d'avenir, avant de rejoindre donc Sycomore, qui est un gestionnaire d'actifs. On va revenir là-dessus juste après. Et vous êtes directeur de la stratégie environnement pour Sycomore. Et enfin, donc nous débattrons avec Thierry Dujardin, qui est le directeur général de l'IRD France. Et avant d'assurer la direction générale de l'IRD France, vous avez notamment fait un parcours important au sein de Oseo. Donc ce sera aussi intéressant de voir les ponts qu'il y a entre Oseo, qui est devenu BPI, et l'IRD. Donc avant d'aller sur le sujet de l'investissement responsable, moi, ce qui me paraît très important de distinguer par rapport à nos auditeurs, c'est avant toute chose, quel est le rôle de chacune de vos structures dans le financement de l'économie d'une manière générale, pour savoir vraiment concrètement ce que vous faites et quel est votre rôle au sein de tout cet écosystème, parce que on en parlait juste avant. Une des questions qui se posait, c'est combien pèse l'industrie ou le secteur de la finance. En fait, c'est monumental parce qu'on peut prendre le secteur bancaire, mais il faut aussi prendre le secteur des assurances, il faut aussi prendre le secteur des actions, donc finalement de toutes les entreprises de France, parce qu'on est tous plus ou moins concernés par le monde de la finance. Donc, avant d'aller vraiment sur l'investissement responsable, j'aurais voulu qu'on se concentre sur déjà votre place au sein de l'échiquier. Bonjour à tous. Peut-être me donner la parole, c'est donner la parole au petit pousset de ce monde-là, puisque Enerfip, c'est une toute petite structure, surtout si on compare à mes collègues qui sont sur la table, et qui a un positionnement plutôt original et novateur, en tout cas à l'échelle du temps de la finance, puisque Enerfip, ça a 5 ans, et le secteur sur lequel on travaille a 5 ans, c'est le financement participatif. Et donc alors c'est peut-être pas le financement de l'économie, mais c'est la participation en direct des gens, des citoyens, à des projets, et en l'occurrence sur Enerfip, c'est des projets d'énergie renouvelable et de la transition énergétique au sens large. Et donc ça consiste en partie, pour prendre un exemple, à placer son épargne dans des projets solaires, des projets éoliens, ce genre de choses, dans des projets donc portés par des acteurs solides du secteur qui peuvent avoir des besoins de financement pour certains et pour d'autres qui veulent simplement améliorer l'acceptabilité territoriale de leurs projets. Donc, je pense par exemple pour les Hauts-de-France des parcs éoliens offshore qui ont des problèmes d'acceptabilité territoriale, où ce n'est pas forcément des problèmes, mais en tout cas c'est des choses qui sont remontées par le territoire, de faire que la population locale puisse bénéficier des retombées économiques de l'exploitation de ressources communes, en l'occurrence le vent.
Et donc Enerfip s'attache à mettre en relation donc, ces porteurs de projets et les citoyens. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde puisque le ticket minimum est à 10 €. Donc tout le monde peut participer à ce type de projet. Eric Velten, c'est un acteur que, a priori, en tant que particulier, on connaît mieux que les trois autres. Bonjour à tous. Alors effectivement, un acteur qui a une double particularité, pour le coup, c'est qu'il va avoir une intervention un peu universelle sur ce sujet du financement responsable, parce que le Crédit Agricole Nord-de-France, mais plus globalement le groupe Crédit Agricole, intervient finalement à tous les étages, que l'on soit à l'étage des fonds propres, que l'on soit à l'étage du crédit, que l'on soit aussi dans les capacités d'accompagnement, et on le fait massivement, puisque le groupe Crédit Agricole a deux particularités, c'est que c'est le premier financeur de l'économie française à hauteur de 25%, et avec une dimension internationale extrêmement forte, notamment avec Amundi, le gestionnaire d'actifs, qui est le premier asset manager européen. Dit autrement, ça veut dire que nous investissons massivement en fonds propres directement et en étant aussi partenaires d'autres structures, qu'en termes de crédit, nous sommes en capacité d'accompagner véritablement tous les types de projets, et qu'en tant que principal assureur français aussi, avec une force de frappe d'un peu plus de 300 milliards d'euros, nous pesons aussi sur le secteur par le choix et la qualité de nos investissements. Voilà, donc j'aurais une particularité, c'est qu'au fond, quel que soit le terrain d'expression, j'aurais probablement un éclairage à faire en la matière. Et peut-être plus précisément par rapport à l'aspect local du Crédit Agricole, si vous pouviez préciser votre rôle local. Alors notre rôle local, la structure de gouvernance aussi qui est assez originale. Effectivement, le groupe Crédit Agricole est un groupe un peu particulier qui à la fois fait la combinaison d'une force territoriale extrêmement forte, puisque les caisses régionales de Crédit Agricole sont au nombre de 39 et ont un ancrage purement territorial. Pour ce qui concerne le Nord de France, la caisse de Nord de France, ce sont les territoires du département du Nord et de Pas-de-Calais, et nous vivons pour et uniquement pour notre territoire, avec une force de frappe aujourd'hui qui est d'1,1 million clients et d'une part de marché qui est de 25-26%, mais qui fait partie d'un groupe Crédit Agricole avec des filiales métiers qui sont au sein de Crédit Agricole SA, qui est coté en bourse, mais qui est filiale à 56% de l'ensemble des caisses régionales et qui porte toutes les expertises métiers, dont certaines dont on va parler, Amundi, l'asset manager, les assurances avec Crédit Agricole Assurance, mais également des filiales spécialisées du type Unifergie qui interviennent dans tous les projets de transition énergétique. Et donc, à la fois, nous sommes capables de combiner une présence territoriale forte et la capacité d'accompagner des projets en local, y compris en étant en coopération avec les partenaires locaux, tout en bénéficiant de la puissance du groupe au niveau national et au niveau international. Merci beaucoup. Jean-Guillaume. Donc on repasse dans la catégorie des petits agiles. Donc Jean-Guillaume Péladan, je suis le directeur de la stratégie environnement de Sycomore Asset Management, qui est une entreprise à mission depuis cette année. Et nous venons de passer d'être certifiés B Corp il y a quelques semaines, ce qui pour nous est très cohérent, mais c'est aussi un grand challenge parce qu'on se met soi-même dans une dynamique avec encore plus de transparence et voilà, c'est un côté inspirant et dynamisant. Qu'est-ce que l'on fait concrètement dans ce vaste monde de la finance ? Nous sommes une société de gestion. Nous gérons de l'argent pour compte de tiers, alors principalement des clients institutionnels, et donc qui sont des caisses de retraite, des assureurs. Et notre spécialité en termes de contenu de ces portefeuilles, ce sont les actions et les obligations d'entreprise. Et donc concrètement au quotidien, ce que l'on fait, c'est on analyse des entreprises aussi bien bien sûr sur l'aspect financier et aussi sur l'aspect extra-financier, ce qui est dans notre ADN depuis toujours. Merci beaucoup. Thierry ? Bonjour à tous, Thierry Dujardin, je suis le directeur général de l'IRD, alors pas IRD France, on n'a qu'un seul IRD. On est bien sur la région et un acteur de proximité. Et je fais partie des petits aussi, mon cher Eric. Tout ça pour dire que le groupe IRD est un groupe de services financiers de proximité, puisqu'il est dans cette région Hauts-de-France présent depuis maintenant près de 30 ans, avec un rôle qui est un rôle en fait d'accompagner la création et le développement des emplois et des entreprises sur la région, et une deuxième mission qui est de favoriser l'attractivité de la région, ce qui est un élément important et avec un caractère de proximité très très fort.
On intervient dans différents métiers, des métiers de conseil financier, des métiers d'investissement immobilier. On en parlera tout à l'heure sur l'importance pour nous de toutes ces normes en matière immobilière qui constituent un élément de valorisation du patrimoine et également un engagement vis-à-vis de la valeur de patrimoine et vis-à-vis de l'attractivité de la région. Et nous intervenons également sur du private equity, donc du capital investissement, en amorçage jusqu'à des ETI, souvent en partenariat avec le groupe Crédit Agricole d'ailleurs. On se connaît bien avec Eric, on va parler de partenariat ensemble, et tout ça pour favoriser la création d'emplois et d'entreprises sur la région. On est rattaché à un groupe qui s'appelle Entreprises et Cités, qui a fait de la fibre sociétale l'origine de sa création, puisque ce groupe a été créé, alors ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais il y a maintenant près de 90 ans, donc ça date, sur le versant nord-est de la métropole, c'était Roubaix-Tourcoing, avec une vraie volonté qui était de favoriser, à l'époque, on ne parlait pas de sociétal, mais le dialogue social entre les entrepreneurs et les salariés, dans un monde qui était un petit peu moins ouvert qu'aujourd'hui, je me permets de le dire, et donc avec une vraie volonté qui est de développer cette fibre sociétale. Et Entreprises Cité est devenue, depuis maintenant 3 ans, un fonds de dotation, avec une vraie volonté de développer une mission sociétale et un engagement sociétal vis-à-vis des entreprises et du territoire, soit au travers des structures dont elles qui sont dans son giron, des groupements d'employeurs, le réseau Alliance aussi, qui fait partie du giron d'Entreprises Cité, soit plus directement au travers de mécénats d'entreprise ou de mécénats de compétences qui permettent de financer des actions d'excellence sur le territoire dans le domaine à destination des entreprises, à destination des salariés, à destination des étudiants ou des élèves ou des écoliers. Je pense à Entreprendre pour apprendre par exemple, et à destination de la santé, qui est un sujet qui est assez présent actuellement. On est mécène par exemple de l'Institut Pasteur avec beaucoup de satisfaction et de bonheur. Voilà. Alors, vous me permettez d'aller directement sur la question suivante. En fait, aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans les médias du monde de demain qu'on appelle de tous nos voeux, de nos voeux chers. Dans quelle mesure le monde de la finance peut-il contribuer positivement à un monde, alors si on essaie de lui donner une définition à ce monde de demain, à un monde plus positif, plus respectueux des hommes et de la planète? Eric, je peux me permettre d'aborder juste un point. Je l'évoquais à l'instant avec, j'ai oublié votre prénom, Jean-Guillaume. Voilà, Jean-Guillaume. J'entendais tout à fait par hasard un sondage hier soir à la radio qui disait que 90% des épargnants souhaitaient pouvoir investir dans des fonds qui avaient une vocation ESR et que 5% simplement l'avaient fait. Donc on a peut-être un rôle de promotion à assurer sur de nouveaux outils, je pense, dont on est les porte-parole, justement sur la matière, puisqu'on sent, en tout cas on le voit, en tout cas c'est ce qu'ils disent, les épargnants ont envie de s'y impliquer et ont envie de s'y engager. Alors maintenant, il ne faut pas occulter non plus un autre point, c'est qu'ils doivent s'engager aussi, ou ils ne s'engageront que sous réserve d'avoir également un peu de rentabilité. Je pense qu'il ne faut pas l'occulter, et les deux doivent être liés l'un à l'autre, mais dans tous les cas de figure, je pense qu'il y a une demande qui existe, à nous de saisir finalement cette balle au bond, et si effectivement ces épargnants ont envie, à nous d'aller les voir et leur proposer des solutions. Voilà, c'était l'introduction sur ce point que je voulais faire. Je peux enchaîner parce qu'on a le même constat que l'on fait. Là, je parle avec ma casquette de membre du conseil d'administration du Forum pour l'investissement responsable, qui fait des enquêtes en fait tous les ans auprès des épargnants et qui constate de manière croissante qu'il y a en fait une énorme demande de sens et de savoir dans quoi on investit, ce qui est une question éminemment légitime, et en face une offre qui n'est pas là. Et donc, de facto, beaucoup veulent des investissements, par exemple, à impact, des investissements dans la transition écologique. Et les produits qui sont en face, il y en a, alors pas beaucoup, pas assez. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, et on va probablement en parler, donc notamment dans la finance accessible à l'épargnant, aux épargnants que nous sommes tous, vous et moi, donc à travers des PEA ou votre assurance vie, etc. Mais ils sont relativement récents. Et pour essayer de répondre à la question plus vaste que tu as posée, en fait, alors moi j'ai eu la chance de travailler pour la transition énergétique et écologique depuis ma sortie d'école d'ingénieur, par choix, en commençant par le terrain, et puis aujourd'hui je
suis passé dans la finance depuis une dizaine d'années. Mais ma conviction vraiment profonde, c'est que le changement est tellement vaste à faire que voilà, c'est pas un seul acteur, c'est pas l'État qui va tout résoudre, c'est pas les entreprises, c'est pas les citoyens dans la rue, c'est tout le monde. On a un problème sur notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, qui est encore mesuré par le PIB, qui est en gros un indicateur qui a démontré qu'il était très très bon pour mesurer une chose, c'est la vitesse à laquelle on transforme nos ressources en déchets et en pollution et en gaz à effet de serre. Alors pour faire ça, c'est super bien. Pour essayer de mesurer notre degré de civilisation, ça marche beaucoup moins bien. Et notre durabilité encore moins bien. Mais donc la transformation est tellement vaste et elle est aussi bien sur le plan écologique que social. Les deux étant aussi parfaitement liés parce que ce sont toujours les pauvres qui sont les plus exposés à la fragilisation de la nature. Et donc voilà, tout le monde a un rôle à jouer. Donc oui, la finance évidemment a un rôle. Moi qui observe, je dirais avec un peu de recul, ce monde-là n'étant pas originaire, il y a vraiment une accélération de l'histoire, notamment en France et en Europe. C'est plus divers, je dirais, au niveau mondial, mais notamment en France et en Europe, sur l'intégration des enjeux écologiques et des enjeux sociétaux dans la finance. Moi, je dirais notamment ces 5 dernières années. Et ça se voit très bien, justement, dans les produits à thématiques, donc des thématiques sociales ou environnementales, qui, nous, on a des exemples. On a lancé 3 fonds thématiques il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils représentent près de la moitié de notre portefeuille. Donc, on a une croissance de ces actifs qui est considérable et on gère à peu près 7 milliards d'euros d'encours. Donc, cette demande, on la voit. Et dès qu'on a des produits qui correspondent à cette attente, heureusement, cette demande fait qu'on arrive à développer des produits qui font du sens et qui n'ont aucune... Alors moi j'aimerais évacuer le débat entre sens et performance, parce que lorsqu'on fait des choses qui sont durables, sur des périodes longues, évidemment qu'elles performent plus, elles résistent mieux aux crises. La crise du Covid a été un test grandeur nature inouï sur justement les stratégies qui avaient embarqué et fixé dans leur stratégie d'investissement de la résilience. Et nous, ça s'est particulièrement vu, bien sûr, dans notre gamme. Et pour les acteurs authentiques de l'investissement responsable, c'est un constat aujourd'hui qui est manifeste. Oui, pour poursuivre et puis pour partager effectivement à cette vaste question des propos assez larges, on perçoit bien tous effectivement ce mouvement de fond qui est en train de s'amplifier, qui n'est pas non plus nouveau, parce que au fond on peut presque dater cette accélération du dernier sommet des Nations Unies, enclenché par l'accord de Paris, enclenché après, suivi par la loi sur la transition énergétique, tout ce qu'on souhaite faire également sur une société moins carbonée. Et on voit bien que cette accélération a repris un coup de gaz, sans faire de jeu de mots, avec la crise que nous sommes en train de traverser avec le Covid, qui renvoie effectivement à une quête de davantage de sens, qui renvoie à une quête d'une croissance beaucoup plus durable, beaucoup plus responsable, beaucoup plus écologique, et qu'effectivement toutes les parties prenantes aujourd'hui souhaitent s'emparer de ce sujet, et au-delà de s'en emparer, aller faire aussi une démonstration par la preuve qu'il y a des actes concrets. Donc on voit bien qu'on est tous embarqués dans cette aventure. Après, comme ça a été souligné, dans cette aventure, c'est un écosystème au sens large. Alors on parle de financement responsable. Finalement, le financement responsable, c'est quoi? C'est celui qui se met au service d'un développement durable. Le développement durable, je pense qu'on aspire tous à un développement durable au sens d'une économie plus responsable, au sens de la qualité environnementale, et puis avec une éthique sociale également. Parce que je pense qu'on va beaucoup parler du risque climatique, on va beaucoup parler de la transition écologique, de la transition climatique. Je pense qu'il faut aussi qu'on parle des transitions sociales, parce qu'une finance durable, c'est aussi une finance qui est inclusive, y compris socialement. Et dans ce cadre-là, on est tous effectivement à vouloir déployer des trésors d'imagination. Et je pense qu'on se mobilise tous pour avoir des offres, et qui sont des offres pertinentes. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir quelques années de recul, qui montre d'ailleurs que les fonds qui sont aujourd'hui très, très teintés ESG offrent finalement une performance
qui est une performance qui peut être supérieure au fonds classique. Donc là, en plus, il y a une démonstration par la preuve qui vient concrétiser cela. Ceci étant dit, et je pense qu'on l'évoquera, il faut aussi que tout cet écosystème soit un écosystème vertueux. Et à partir du moment où on veut avoir des actions qui sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus méthodiques, beaucoup plus puissantes, il y a 3 facteurs, je pense, qu'on doit avoir en tête. La première, c'est la question de la vitesse, du rythme, de la temporalité, où on voit bien que certaines parties prenantes nous pressent d'aller extrêmement vite, alors à la fois dans ce qu'il faut faire, et puis à la fois aussi dans ce qu'il faudrait tout de suite stopper. Mais entre ce qu'il faudrait stopper et ce qu'il faudrait faire plus massivement, entre les deux, vous avez des acteurs qui s'appellent des entreprises avec des salariés et qui eux-mêmes peuvent demander un peu de temps pour leur permettre de faire une transition qui soit une transition responsable, en tout cas compatible avec leurs moyens. Et donc la question de la temporalité, pour moi, est extrêmement clé. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi qu'on ait une réglementation au sens large, qui soit une réglementation favorable, parce que quand on parle de finances vertes, je ne sais pas si chacun donne sa précision de ce qu'est la finance verte, si on va s'accorder sur des critères communs. Alors c'est tout l'enjeu, notamment poussé par l'Union européenne avec ce qu'on appelle la taxonomie, qui doit offrir un cadre de référence extrêmement clair. Et ce cadre de référence, il est très important parce qu'il va permettre de normaliser et de faire en sorte qu'on parle tous de la même chose. Donc cet élément-là est juste essentiel, d'avoir aussi un cadre réglementaire qui soit beaucoup plus clair. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut aussi des projets et qu'il faut aussi des critères. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est extrêmement récent. Il y a eu un appel, et je crois que Sycomore faisait partie de cet appel. Il y a 138 sociétés de gestion qui ont interpellé officiellement les 1800 entreprises qui sont celles qui aujourd'hui génèrent le plus de gaz à effet de serre, en disant engagez-vous avec des critères, engagez-vous avec des critères éprouvés scientifiquement, amenez-nous des projets pour que derrière on puisse amener du financement durable. Donc il faut aussi créer les conditions qu'il y ait de plus en plus de projets et que cette matière, on puisse la traiter et on puisse la porter. C'est exactement le point que je voulais aborder en fait dans tout ce qui vient d'être dit, puis dans le terme financement responsable. Il y a vraiment 2 parties. Il y a la partie, puis ça a été dit avec les mots un peu techniques type offre, produit. Et en fait, il y a la partie des gens qui ont besoin de l'argent. Il y a la partie de ceux qui vont fournir cet argent, et puis il y a ceux au milieu qui le gèrent et qui le proposent aux différents acteurs. Et on ne peut pas ne pas avoir un des aspects, sinon tout le système s'écroule. Et du coup, on ne peut pas avoir de financement responsable s'il n'y a pas d'entreprises qui s'engagent dans des projets responsables et qui ont du coup des besoins de financement sur ces projets. On ne peut pas avoir de financement responsable si les épargnants ne sont pas prêts à s'engager dans ce type de produit et à faire l'effort de comprendre de quoi il s'agit, à essayer de s'intéresser plutôt que de se cantonner aux réflexes classiques d'épargnants qui n'a pas que ça à faire, quoi. Et alors je parle des épargnants, mais il y a d'autres acteurs du financement qui vont intervenir pour apporter des fonds, et donc les gérants, etc. Et donc pour la partie qui me concerne plus, c'est-à-dire vraiment l'épargnant lambda, il y a vraiment une notion de conseil qui va être primordiale et de pédagogie envers le citoyen lambda, à la fois pour expliquer les projets de manière très claire et synthétique, de façon à engager les gens dans la transition et qu'ils soient convaincus. Je pense que là, on arrive à peu près à quelque chose de satisfaisant aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. Le public est réceptif à la transition énergétique, c'est quelque chose de connu. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, donc c'est il y a 20 ans, on avait des projets d'études sur le développement durable. Donc, le chemin faisant, les jeunes générations viennent maintenant. Alors, je ne suis pas vraiment jeune génération, mais quand même un petit peu. On est en plein dedans, quoi. On a vraiment envie de mettre en œuvre tout le travail préparatoire qui a été fait sur le long terme en termes de pédagogie. Mais il y a aussi tout un aspect d'éducation à l'investissement et à l'épargne qu'il faut
qu'il faut faire, et là c'est plutôt aux acteurs comme Enerfip par exemple, mais pas exclusivement, le Crédit Agricole est aussi engagé dans cette voie. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les sondages, je voyais, je crois que c'est il y a 2 semaines, un sondage de l'IFOP qui disait que pour les investissements socialement responsables, le citoyen faisait confiance à son banquier, à plus de 60%. Donc ça veut bien dire qu'il y a un vrai besoin de conseil de quelqu'un de référence en qui on a confiance, parce que l'épargne et donc la finance, c'est essentiellement de la confiance. Merci beaucoup. Donc on voit que l'accélération passe par un travail des différents acteurs qui sont engagés sur ce sujet. Et en même temps, ce que vous disiez, Léo, c'est que par rapport au rôle de la personne sur le terrain, il est clé. On voyait donc sur l'étude que les conseillers, enfin, les attentes des épargnants étaient d'obtenir plus d'offres vis-à-vis des produits responsables, mais qu'il y avait encore un manque de conseils et d'accompagnement vis-à-vis des conseillers. Comment vous expliquez aujourd'hui cette différence, cette divergence entre l'offre et la demande aujourd'hui ? Je sens que la question est pour moi là. Alors, effectivement, c'est un marché qui est quand même aujourd'hui essentiellement détenu par les institutionnels. Si on prend tous les fonds responsables, et au fond, il n'y a que 6% de nos clients à qui nous avons proposé et qui détiennent aujourd'hui un fonds socialement responsable. Et en fait, on se heurte à une forme de parallélisme ou de symétrie des attentions. Ce qui est compliqué à percevoir pour l'épargnant particulier traditionnel est compliqué aussi à percevoir pour un conseiller chez nous, et on a un travail de ce point de vue-là de formation et de vulgarisation. Mais quand on parle de finances responsables, on s'aperçoit déjà que, premier étage, il y a différentes notions de financement responsable, entre le financement vert, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, on se dit très bien, on va s'appuyer sur des labels. Bon, des labels, il y en a 4, ce qui complique déjà. Après, dans les labels, ils s'expriment avec des formes différentes, entre les approches thématiques, les best in class, etc., etc. Et vont rajouter à ça une flopée d'acronymes qui fait que pour aller comprendre simplement et pour aller toucher le client particulier, il faut être en capacité de lui faire une démonstration qui soit rapide et très simple. Et ce chemin-là, pour arriver effectivement de la finance responsable au fond qui va bien, est malheureusement encore aujourd'hui extrêmement compliqué. Alors face à ça, on doit agir, on doit faire davantage de vulgarisation. Nous, on a plutôt pour le moment commande le DATAC de mettre en rayon pour le client particulier plutôt 3 fonds, qui sont des fonds, un qui a plutôt tendance à vouloir accompagner les entreprises qui œuvrent pour le climat, un autre qui est plutôt sur une action contre la faim, parce que ça fait aussi partie des choses que nos valeurs nous poussent à porter, et puis un fonds beaucoup plus général qui accompagne toutes les entreprises qui sont dans une forme de transition énergétique. Force est de constater, à l'échelle du Crédit Agricole, ces 3 fonds aujourd'hui, c'est entre 2 milliards et 2,5 milliards de souscriptions faites par la clientèle des particuliers, alors que la force de frappe, elle est beaucoup plus importante. Donc il faut qu'on joue sur 2 leviers, le levier qui nous est propre pour vulgariser tout ça, et puis aussi qu'on sache, pour une fois, s'appuyer sur le levier réglementaire qui va donner aussi un peu plus de puissance. Il y a eu une innovation il y a une dizaine d'années avec l'obligation pour tous les fonds d'épargne salariale de devoir obligatoirement avoir un fonds socialement responsable dedans. Il y a une généralisation qui est faite aujourd'hui au contrat d'assurance vie depuis ce début d'année où tous les contrats d'assurance vie en unité de compte doivent proposer au moins un fonds responsable, et demain, je crois que c'est l'année prochaine, il doit même y avoir 3 fonds au sens des 3 labels principaux. Ça aussi, à partir du moment où ça va se mettre davantage dans la gamme de l'assurance vie, ça va se déployer. Moi, je crois beaucoup finalement au levier de l'épargne retraite, de l'épargne salariale et de l'assurance vie, qui sont quand même 3 produits fétiches des clients pour embarquer tout ça. Ça n'exclut pas qu'à côté, sur des souscriptions directes, on continue à renforcer nos travaux, nos démarches pour mieux former, mieux acculturer nos conseillers qui après eux-mêmes seront plus facilement en situation de pouvoir enrôler, si je puis dire, des clients particuliers. Et moi, en tant que particulier, comment peut-on m'expliquer simplement qu'est-ce que l'investissement socialement responsable ou un produit dit responsable ?
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les labels qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. Alors, historiquement, on connaît tous les labels, c'est comme ça qu'on fait nos courses tous les jours, lorsqu'on achète aussi bien un aliment qu'un vêtement. Et donc, quand la finance est venue plus tard, après, c'est quand même pas très compliqué. Il y a un vrai défi de monter en compétences, parce que derrière, les enjeux sont assez compliqués. La justice sociale, c'est quoi? L'écologie, c'est quoi? Ça, tout à fait d'accord. Les impacts environnementaux sont complexes et liés. En revanche, on est arrivé à faire, notamment en France, des choses relativement simples. On a le label ISR qui est un niveau, je dirais, de base, qui est très générique, mais qui garantit une première sélectivité sur des thématiques responsables, mais qui sont absolument pas indiquées. Donc il n'y a pas de garantie d'impact, mais il y a une garantie de process qui est audité. Et puis vous avez principalement en termes d'impact le label Greenfin, qui a été créé et poussé par le ministère de l'écologie, et qui est un label là de financement de la transition écologique, avec des exclusions très claires. Et d'ailleurs, très simple, c'est pas de fossiles, pas de nucléaire. Et avec une part verte garantie à l'intérieur et 2 audits par an, ligne à ligne, faites par un auditeur et une mesure d'impact. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le label. Alors du coup, il y en a beaucoup moins de fonds qui l'ont, mais derrière, par exemple, en action cotée, il n'y en a que 4, et nous, on a eu la chance d'avoir le premier fonds labellisé en France, Sycomore Écosolutions, qui fait partie de ces fonds thématiques qui sont beaucoup développés et qui ont de très bons résultats en termes de performance. Mais donc, ces produits, aujourd'hui, ne sont pas encore assez connus, c'est clair. Je pense que pas grand monde parmi les auditeurs les connaissent, mais on est quand même passé de 0 milliard d'encours à 15 milliards sur Greenfin, alors que l'ISR, on est à 200 milliards aujourd'hui, ce qui commence à être significatif. Mais donc, il existe aujourd'hui, et c'est pas très compliqué, le label Greenfin, il repose sur une taxonomie de 12 pages. Donc même en termes de transparence, il y a je pense que c'est une très bonne approche pédagogique, parce que 12 pages, c'est quand même beaucoup plus facile pour vérifier une petite information que les 414 pages de la taxonomie européenne qui n'est pas terminée. Donc là, il y a des choses, et maintenant il faut que ces choses soient connues et qu'elles se développent. Et je suis très confiant sur l'avenir, par exemple, du label Greenfin. Moi, je voudrais simplement ajouter qu'on a parlé des épargnants. Alors, moi, je ne collecte pas d'épargne. J'ai quelques investisseurs, personnes physiques, mais je ne collecte pas d'épargne, contrairement aux banques ou à toi-même. Mais en revanche, ce que je constate aussi, c'est que cette demande de s'orienter vers des investissements ESR est également exprimée par les investisseurs chez nous, qui sont bancaires d'ailleurs, pour partie d'entre eux. Le Crédit Agricole en est un. On a d'autres banques, et puis on a des personnes physiques, on a des entrepreneurs de la région, et on a d'autres acteurs. Donc c'est une demande de plus en plus forte. Il y a une notion qui a été évoquée tout à l'heure qui me paraît extrêmement importante. C'est la notion de durée. Il faut qu'on sorte d'une logique qui est court-termiste en termes d'analyse de rentabilité, on parle tous de TRI annuel, etc., à une notion de création de valeur durable. Tu l'as évoqué, Eric, tout à l'heure, et je pense que cette création de valeur durable, elle n'est pas examinée au terme de 12 mois, 18 mois, etc. Il faut laisser le temps au temps par rapport à ça. Et il y a des externalités internes et puis positives pour l'ensemble de l'environnement. Et donc, moi, je voudrais insister sur 2 points. C'est, premièrement, c'est de plus en plus axé sur la notion de durée, ce qu'un certain nombre, je me permets de le dire, de dispositifs réglementaires actuellement de gestion des fonds de placement nous empêchent de faire. On est plutôt sur du court-termiste, en tout cas sur des durées limitées dans le temps. Moi, j'ai des fonds qui sont des SCR, tu en as aussi. C'est des fonds qui durent 99 ans, et puis, si je veux, je peux durer longtemps dans l'entreprise. Ça me permet de créer de la valeur longue dans l'entreprise, durable dans l'entreprise. Et cette notion de durée me paraît extrêmement importante, elle est vraiment vitale. Et le deuxième point, c'est qu'on doit essayer d'apprendre aussi, on l'a évoqué, Pierre-Yves, quand on a eu l'occasion de discuter au téléphone, c'est d'essayer d'appréhender d'autres simples notions que les simples notions financières, directes de rendement. C'est-à-dire qu'on a trop tendance, et nous tous, de raisonner en rendement annuel, etc., année après année, etc. Je pense qu'il faut qu'on intègre de plus en plus dans notre manière d'appréhender les choses la capacité à générer de la valeur directe et indirecte. Et la valeur n'est pas que financière. Elle sera financière parce qu'elle a du sens, parce qu'elle génère d'autres types de valeurs indirectes. Quand vous générez un investissement sur un territoire qui génère une meilleure attractivité du territoire, qui est une des missions de l'IRD, vous allez améliorer l'environnement de l'entreprise.
Et donc, indirectement, vous allez générer de la valeur pour elle à terme, parce que vous allez permettre à des étudiants de rester sur le territoire, parce que vous allez favoriser l'arrivée de nouvelles compétences de cadres sur le territoire, parce que vous allez favoriser l'arrivée de nouveaux commerces sur le territoire, parce qu'il y aura plus d'emplois, etc. Bref, des éléments indirects qui vont générer indirectement un environnement positif pour l'entreprise et de la valeur pour l'entreprise. Et ces éléments-là, ces externalités positives sur le territoire doivent être prises en compte, que ce soit au plan environnemental, sociétal, on l'a évoqué, et c'est vraiment des éléments importants. Et ça se juge dans la durée. Et je pense que cet élément de durée est un élément extrêmement important. Quand tu finances un projet en matière éolienne, c'est pas à 3 ans que tu regardes la rentabilité. C'est beaucoup plus long que ça, je me trompe pas. Enfin, pour en avoir financé à titre d'OSEO à l'époque, c'est vraiment sur des longues périodes qu'on analyse ces rentabilités directes et indirectes pour l'investisseur et pour le territoire. Donc voilà, je voulais insister sur ces 2 points. C'est essayons de remettre la notion de durée au cœur de nos process d'intervention. Et si on est là, c'est qu'on y croit. Et le deuxième point, c'est intégrons plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui, parce que c'est nos habitudes, y compris de financiers, des externalités positives qui ne sont pas que financières. Oui, je souscris à 100%, et notamment ces 2 aspects de la durée et de l'externalité positive. Ça me fait penser à vraiment la complémentarité des acteurs. Et d'ailleurs, on est pile complémentaires tous entre des acteurs qui vont plutôt intervenir au début des projets, ou en tout cas que ce soit des projets d'infrastructure ou des projets d'entreprise, vraiment au moment où la valeur est pas encore matérialisée et où on peut viser des rendements un peu élevés et donc du coup un peu plus de risques, mais aussi des maturités plus courtes, des durées plus courtes, par opposition où ensuite d'autres acteurs vont prendre le relais sur des durées beaucoup plus longues une fois que la valeur est plus générée au long cours. Et en fait, il y a plusieurs étapes dans le financement d'un projet, d'infrastructure ou non, et qui fait intervenir différents acteurs du monde du financement avec différents objectifs et différentes durées d'intervention. Et il faut absolument la coordination de tous ces acteurs pour que le projet perdure dans la durée, quoi. Et s'agissant de l'externalité positive, alors la puissance publique peut avoir un véritable rôle à jouer là-dedans, mais ça me fait penser au développement de la méthanisation, en fait, où ce sont des projets un peu compliqués à financer, alors de moins en moins, mais quand même. Mais ça a mis du temps et il y a eu beaucoup d'échecs. Et c'est pourtant un secteur qui est absolument indispensable à la transition des territoires en matière de gestion des déchets agricoles, d'optimisation et de valorisation de ces déchets. Ça coûte un peu cher, mais il y a tellement d'externalités positives que il faut absolument trouver un moyen de financer ce type de projet. Et donc là, on arrive à une situation où les projets commencent à sortir et puis tout le petit monde du financement se met autour de la table pour essayer de trouver des solutions à faire des partenariats. Nous-mêmes, Enerfip, on est en train de discuter sérieusement avec un fonds d'infrastructure pour avoir une offre combinée qui permette de jouer à la fois sur l'acceptabilité territoriale via Enerfip et sur l'investissement moyen terme pour le coup avec le fonds infrastructure en question, qui serait complémenté par une banque qui apporterait de la dette bancaire sur le très long terme. Et donc voilà, c'est vraiment les partenariats entre les différents acteurs du financement qui permettront de résoudre des problèmes de certains acteurs où on n'arrive pas à valoriser correctement les externalités positives, en tout cas sans l'intervention du régulateur, quoi. Moi, je me permets, je pense qu'il n'y a pas que les acteurs du financement. Tu évoques le sujet de la méthanisation, c'est les politiques de filière aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on emmène avec nous. On est acteur, il n'y a pas de doute par rapport à ça. On peut être incitateur, on peut développer des produits. Simplement, des sujets tels que la méthanisation, les externalités positives, elles se jugent sur toute une filière. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, alors les politiques ont probablement un rôle à jouer, quand je parle de politique, c'est de politique économique, ont un rôle à jouer, à inciter à ça. Mais je pense qu'il faut qu'on emmène avec nous, dans cette philosophie-là, des filières
ou qu'on aide à créer des filières qui favorisent ces externalités positives de l'amont jusqu'à l'aval. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Ça créera de la valeur sur la totalité de la filière. Oui, je partage, et du coup ça renvoie finalement comment cette finance responsable est une finance qui se veut avant tout une finance inclusive et non pas une finance exclusive, une finance qui a plutôt envie d'intégrer plutôt que d'exclure, et surtout pas une finance punitive, en tout cas effectivement une finance qui permet de faire en sorte que tout le monde soit intégré et qu'on soit en capacité à la fois de pouvoir faire le microcrédit pour lutter contre l'extrême pauvreté. Ça fait aussi partie d'une finance responsable que de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclus et que la pauvreté soit appréhendée, en passant effectivement par la méthanisation, en passant par le gros projet qui va être de l'éolien offshore. Et finalement, c'est notre responsabilité collective que de vérifier que nous sommes bien à tous les étages et que sur tout l'écosystème qui va permettre d'apporter les réponses appropriées, nous soyons bien en situation de le faire. En tout cas, si là pour le coup je parle pour ce qui est le modèle du Crédit Agricole, c'est bien ça, c'est à la fois cette combinaison de la caisse régionale acteur sur son territoire avec ses caisses locales, qui connaît bien le territoire et qui fait en sorte que tout le monde soit embarqué, et puis cette capacité à faire des gros projets, à soutenir des gros acteurs. On parlait de la méthanisation, on doit faire aujourd'hui financer 9 dossiers de méthanisation sur 10. Ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu acquérir une courbe d'expérience sur ces sujets, et de toute façon, c'est aussi un des sujets dans tout ce qui est les thématiques de transition énergétique, c'est que vous en avez qui sont aujourd'hui à maturité, on a un peu de recul, donc on est beaucoup plus à l'aise pour le financer. En tout cas, on peut davantage faire appel à du crédit par rapport à du fonds propre, et vous avez d'autres leviers qui sont plutôt au début aujourd'hui, et forcément, comme on ne les maîtrise pas beaucoup, c'est plutôt des sujets qui vont aller chercher du fonds propre plus que du crédit. Mais voilà, on a cette responsabilité collective de ne pas raisonner qu'effectivement rentabilité financière à court terme, mais d'être véritablement dans une finance inclusive, et y compris inclusive au sens social du terme. Mais, ok, merci beaucoup. Après, moi, je me pose la question de concrètement, là, vous quatre autour de la table, comment on fait en sorte pour que vous travailliez ensemble vers une économie qui justement soit plus inclusive? Est-ce que c'est de mettre en place des projets ad hoc? Est-ce que c'est d'adopter une vision commune? Est-ce que voilà, je sais que sur certains projets, vous avez pu travailler ensemble ou vous travaillez ensemble, mais apparemment, ce n'est pas forcément vous directement, c'est au travers peut-être de produits qui sont dédiés. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous pouvez être amené à travailler ensemble, et aussi sur le type de produits qui peuvent être développés et qui sont responsables. Parce qu'on entend en plus parler de tout un tas de produits qui existent, que ce soit les green bonds, les social impact bonds, moi j'ai mon livret développement durable, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas quel acteur agit sur quoi à l'intérieur de ça, enfin, c'est complètement nébuleux pour la plupart des personnes. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous pouvez travailler ensemble et sur quel type de produit en fait. Alors, j'ai commencé un début de réponse qui est une illustration, qui n'a pas vocation à être exhaustif et exclusif, mais on voit bien que si on veut être puissant, il faut qu'on se rapproche du plus possible des porteurs de projets. Et si on prend les porteurs de projets qui vont être sur la transition énergétique, on s'associe finalement aux acteurs principaux. Si vous prenez l'exemple du Crédit Agricole, nous avons nos fonds en direct, nous avons 2 fonds que nous avons fait en coopération, en synergie, l'un avec EDF, l'autre avec Engie. Et on voit bien qu'en se rapprochant de ces acteurs, on se rapproche des projets qui vont émerger. Donc nous avons fait des fonds en coopération avec eux, qui sont des fonds entre 500 millions et 1 milliard et demi. Ça vaut au niveau national. Et puis si je prends l'échelon en plus régional, Crédit Agricole Nord-de-France, nous sommes associés avec Groupama et la région, dans un fonds qui s'appelle Cap 3 ERI,
CAP 3, alors troisième révolution industrielle, et qui vise 2 objectifs principaux. Un, c'est d'accélérer la décarbonation de l'économie, et 2, de favoriser l'économie circulaire. Et là où ce fonds est plutôt une bonne illustration de l'agrégation des bonnes volontés, c'est qu'à la fois vous avez un partenaire privé, le Crédit Agricole, la puissance publique avec la région, et puis plus nous allons mettre de fonds propres, et plus ça va déclencher également l'intervention sur des financements participatifs de la BEI, donc à faire appel également au fonds européen. Et comme c'est un fonds régional qui connaît bien le territoire, nous sommes bien en capacité là de concilier, à la fois nous sommes proches des porteurs de projets et nous mobilisons de manière conjointe de l'épargne privée et des capitaux publics. Voilà 2 formes d'illustration qui nous permettent de mobiliser des fonds globalement en mobilisant ou en tout cas en responsabilisant l'ensemble de l'écosystème tout en se rapprochant. Et je le répète encore une fois, c'est le sujet primordial au plus près des porteurs de projets. Et alors moi, je pense que c'est bien le virage qu'on prend dans la table ronde, parce que à nous écouter, je pense au début, on pourrait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça y est, ça s'est éveillé, on y va. Non, je n'aimerais vraiment pas que ce soit le message. Donc oui, tout ce qu'on a dit, c'est vrai. En revanche, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on en a beaucoup sous le pied, mais il y a tellement à faire. Et on est quand même au début. Je vais donner un exemple très, très concret. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit vous avoir choqué. Au moins 50% d'entre vous dans cette table ronde depuis le début. On est 5 hommes. On ne doit plus faire ça aujourd'hui. Alors, j'ai accepté d'y participer aussi et je ne jette pas la pierre. Mais, donc, OK, on est plus... il y a 5 ans, on aurait tous eu une cravate, je pense. OK, on a tous tombé la cravate, donc il y a des choses qui bougent, mais il y a un chemin qui est énorme. Et alors, pour aller plus vite, la question, c'est pas est-ce qu'on y va. Je pense que maintenant, là où il y a eu un basculement, c'est comment on y va et à quelle vitesse. C'est ça la question. Et lorsqu'on regarde les freins, et notamment dans l'investissement responsable, il y a 3 grandes familles de freins. Le premier, c'est la transparence. Il y a des efforts, notamment en France, faits sur la transparence en matière d'impact, extra-financier, donc environnement, social, gouvernance, avec l'article 173 de la loi sur la transition énergétique de 2015, qui demande à tous les acteurs financiers de dire ce qu'ils font en matière de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. C'est quand même important. Depuis, on a une vague qui est montée jusqu'au niveau de l'Europe avec la réglementation disclosure qui va pousser aussi à partir du début de l'année prochaine, c'est en application sur plus de transparence sur ces sujets. Mais globalement, le point de départ, parce qu'on parlait de définition de l'investissement socialement responsable, il n'y en a pas beaucoup. Donc heureusement, il y a les labels, c'est récent. Mais la réalité, c'est qu'il y a autant de matrices et d'indicateurs extra-financiers que d'acteurs de la finance. Et je parle de tous les sociétés de gestion et les institutionnels ou les asset owners, comme on dit en anglais, qui eux-mêmes agrègent les notes de fournisseurs de données qui sont du monde entier, qui sont des boîtes noires opaques. Donc là, il y a donc la transparence est vraiment utile. Aujourd'hui, c'est enclenché, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin jusqu'aux entreprises pour qu'on sache ne serait-ce ce qu'elles font. Si on veut avoir une thématique de préservation de la biodiversité, qui est quand même notre assurance vie de toutes les espèces vivantes, ça serait pas mal de savoir quelle est la part de pesticides ou d'engrais azotés qui est fabriqué par tel ou tel fabricant mondial de spécialités chimiques. Et ces informations aussi basiques, en fait, souvent, on les a pas. Sans parler d'indicateurs compliqués, parce qu'on a surtout besoin de savoir ce que fait l'entreprise et à qui elle le fait. Est-ce qu'elle est embarquée dans la chaîne de valeur de l'aérien, qui aura forcément et commence à avoir des problèmes vis-à-vis de la transition écologique, parce que c'est le mode de transport le plus polluant et le moins taxé du monde, et en plus qui n'est accessible qu'aux riches. Donc il n'est pas très aligné, donc on aura toujours besoin de l'aérien, je ne dis pas ça. C'est juste que c'est un secteur qui va avoir des vents contraires durablement pour plein de raisons. Et donc ce type d'informations, ce n'est pas des informations compliquées, c'est juste savoir qui sont les clients des boîtes et qu'est-ce qu'elles font concrètement. On en a besoin.
Ça, c'est vraiment le grand volet. Je vais aller plus vite après. On a vraiment aussi besoin de mesurer. Donc, une fois qu'on a l'information, il faut qu'on soit capable de l'agréger pour restituer une information compréhensible à vous, à moi, qu'on sache si c'est vert, si c'est marron, si c'est très vert, c'est très marron. Parce qu'en fait, un des inconvénients des labels, c'est que c'est binaire. C'est binaire. Toutes les approches par taxonomie, on parlera peut-être de la taxonomie européenne, ça vous donne l'information 0 ou 1. On sait que la réalité, c'est pas 0,1. Il y a les nuances de vert, il y a les nuances de marron, ça passe par le gris au milieu. Et donc, il faut plus que ça. Le label, c'est très utile, les taxonomies, et ça, c'est tout à fait possible. Nous, on a fait des expérimentations sur ce sujet, pour donner un indicateur, tout simplement pour dire est-ce qu'on est aligné avec la transition écologique ou pas. Et c'est faisable, on a mis 4 ans à le faire, et maintenant il est public, open source, ça s'appelle la Net Environmental Contribution, mais on peut progresser sur ces sujets-là. Et après, le troisième challenge, c'est la compétence. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui, tout simplement, on a besoin d'avoir plus de connaissances sur, finalement, est-ce que ça c'est vraiment durable, pas durable. Le dumping social, c'est où, c'est qui, et pareil pour le dumping environnemental. Alors, en t'écoutant, Jean-Guillaume, c'est rigolo parce qu'on a un quotidien très différent, et c'est très intéressant d'entendre ton analyse, puisque c'est vraiment la vision du côté où tu vas choisir les entreprises dans lesquelles tu vas investir, et tu as besoin de critères pour ça. Alors que la perspective d'Enerfip, c'est beaucoup moins macro et beaucoup plus micro, et très réactif par rapport aux besoins de l'entrepreneur qui a un besoin de financement identifié et qui va solliciter par exemple Enerfip, mais aussi potentiellement d'autres acteurs en parallèle, sur un besoin précis avec des contraintes de rendement, des contraintes de durée, etc., auxquelles on va essayer de répondre dans la mesure du possible en prenant des sûretés juridiques pour garantir les intérêts des investisseurs qui vont placer quand même leur épargne. Donc on fait quand même attention à ce dans quoi on s'engage. Et ce qui aboutit à des comités de sélection des projets qui sont parfois inextricables, puisqu'on doit concilier la chèvre et le chou. Et donc du coup, on a moins besoin, nous, de critères que de se mettre dans la tête de l'entrepreneur pour répondre à son besoin. Et d'ailleurs, c'est aussi la philosophie d'Enerfip, parce qu'on est tous, les fondateurs en tout cas, on a tous été des porteurs de projets initialement. Donc moi, j'étais dans l'hydroélectricité. Mes associés étaient, eux, pour l'un dans le solaire, et puis l'autre, il a fait un peu de solaire et de la biomasse bois. Et du coup, on a cette perspective de porteur de projet qu'on essaye après de faire correspondre à la meilleure défense des intérêts des investisseurs. Mais c'est parce qu'on a un métier un peu particulier et qui est aussi en plein bouleversement. Là où en fait il y a un an on était limité à 2,5 millions d'euros par projet, et il y a 4 ans à 1 million d'euros. Aujourd'hui on est limité à 8 millions d'euros. Et donc quand on commence à pouvoir financer des projets de 8 millions d'euros, ça veut dire que derrière on parle que de 8 millions d'euros de fonds propres. Ça veut dire qu'il y a le levier bancaire derrière, c'est des projets potentiellement de 50, 60 millions d'euros. Du coup, on a des porteurs de projets qui viennent nous solliciter pour des raisons qui auraient été tout à fait extravagantes il y a 3 ans, et qui consistent à vraiment apporter du financement de fonds propres pour des projets d'infrastructures d'énergie renouvelable, par exemple. Donc des portefeuilles de centrales solaires avec des contraintes de rendement qui sont très très fortes dues à la baisse des tarifs et des baisses des subventions. Et on en vient même maintenant à auditer des projets sur l'autoconsommation solaire. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle frontière, mais on essaye de regarder ça avec intérêt, et c'est parfois compliqué de concilier les besoins des porteurs de projets avec les contraintes de l'investisseur et de sûreté, de garantie. Je me permets. J'aime bien une notion que tu as évoquée, qui est la notion de micro. Je pense qu'il y a les deux notions qui sont importantes. Je n'oppose pas le macro et la micro. La macroéconomie est importante et l'approche macro est importante sur des projets extrêmement importants avec des cotations, etc., tout ce qu'on peut imaginer. La notion de micro est importante aussi parce qu'elle permet d'identifier, c'est mon rôle, et c'est notre rôle, Eric, au plus cœur des territoires, finalement, des projets qui ne sont pas forcément labellisables,
mais qui correspondent à la même logique que ce que l'on a quelquefois, et qui ont potentiellement une vocation à être labellisés. Et je pense que là-dessus, moi je vais prendre en exemple cette région où vous êtes aujourd'hui. Il y a la mission Cap-TRI que tu as évoquée, enfin le fonds Cap-TRI. Il y a également une mission TRI, Troisième Révolution Industrielle, au sein du Conseil régional avec la CCI. Cette mission organise chaque année, je pense même 2 fois par an, ça n'a pas eu lieu la dernière fois, parce qu'on était entre mars et juin, je crois, donc il y avait quelques difficultés à ce moment-là, mais une présentation des projets d'infrastructure, des projets d'entreprise qui ont un vrai rôle en matière de TRI, donc Troisième Révolution Industrielle, mais également d'autres projets qui sont d'infrastructures à caractère méthanisation, des gros projets de méthanisation par exemple. Et donc là-dessus, c'est un bon moment de rencontre qui permet d'identifier quels sont les bons acteurs. Moi, je crois fondamentalement que sur des sujets comme cela, il y a des projets, et on l'a évoqué sur la méthanisation tout à l'heure, Eric, tu l'as évoqué, les premiers qui se sont lancés sur la méthanisation, il fallait bien accrocher quand même, hein. C'était pas évident. Mais on avait envie, mais pas seul, quoi. C'était un peu ça. Et je pense que plusieurs avis, outre le fait de partager un peu le risque, excusez-moi ce terme-là, mais il faut l'employer, mais plusieurs avis sont plus forts en général qu'un seul. Et donc savoir partager entre nous des projets est quelque chose qui peut être important. Et c'est l'occasion de rencontres d'acteurs dans ces réunions comme ça, où on peut identifier des projets sur lesquels on se dit, moi je peux en faire un petit bout, mais pas la totalité. Tu évoquais tout à l'heure les programmes éoliens en offshore dans la région. Le hasard fait qu'il y a 12 mois, 18 mois, je crois, j'ai fait organiser chez Entreprise Cité, à la demande d'un des acteurs, une réunion avec des entrepreneurs de la région pour pouvoir présenter ces projets de manière à attirer des entreprises qui pouvaient être des fournisseurs, des clients, mais également des partenaires de ce projet-là. Mais on ne se connaissait pas. Et je pense que ce type de rencontres, aujourd'hui, comme des rencontres également qui se font dans des réunions, c'est pour ça que je parle de micro, c'est-à-dire c'est le contact humain, hein, on parle de sociétal, social, etc., permet effectivement qu'on se connaisse mieux et de se passer la balle. On a des projets ensemble avec Eric. Moi, je pense à un projet, par exemple, que je peux citer, hein, il est connu dans la région, qui s'appelle LMKR Énergie, qui est un projet de torréfaction de pellets de bois, dont les qualités calorifiques sont aussi fortes que le charbon, sans les effets induits avec des effets carbone qui sont nettement moindres. Et ça bénéficie, je parlais de filière, à toute la filière bois. Finalement, vous récupérez des souches de bois qui ne servent à rien, vous n'avez plus qu'à les jeter, vous les mettez en copeaux et vous en faites des pellets de bois torréfiés. Et ça peut remplacer ensuite du charbon, sans modification de la chaudière. C'est quand même génial quand même. C'est des projets qui ont nécessité 7 à 8 millions d'euros d'investissement, sur lesquels on est ensemble au titre de Cateri et de mes fonds-là. On y est depuis 10 ans. 10 ans. Et on est passé par des sueurs froides où on se disait ça n'aboutira pas. On a eu en plus un dirigeant absolument remarquable qui a mis pratiquement tout ce qu'il avait sur la table. Et c'est parce qu'on a été partenaire de cette opération dans les bons moments et dans l'adversité qu'aujourd'hui cette société est en train de sortir la tête haute avec un process qui n'était pas gagné au départ, qui était risqué, et on s'est partagé l'analyse du dossier, etc. Donc c'est pour ça que je te parle de micro, c'est que je pense que c'est ce contact étroit entre les partenaires qui permet d'échanger en permanence, qui ne remet pas en cause l'aspect macro, hein, mais vraiment, et ce projet il n'est pas labellisé quel que soit, y a pas, mais il correspond à une vraie logique de récupération du bois, de transformation du bois, de remplacement du charbon qui quand même est quelque chose qui est particulièrement mauvais pour l'environnement, et on a su s'associer par rapport à des projets comme cela. Et ça, on peut le faire parce qu'on est au cœur du territoire, on sait identifier ces petits projets, on sait les faire monter, et ensuite, avec Sycomore, avec toi, on peut aller plus loin en trouvant des acteurs complémentaires, ce qui suppose de se connaître. Voilà ce que je veux rajouter. Oui, je pense aussi, alors, même si tu as raison, on est loin d'être parfait, il reste beaucoup de choses à faire, et il ne faut pas faire que des satisfecit. En revanche, je pense que sur ces dernières années, on a quand même collectivement progressé dans notre capacité à détecter des projets, à les accompagner, et je serais tenté de dire, le plus dur, il n'est pas là, parce que finalement, les projets bien identifiés, ceux-là, on saura toujours plus ou moins facilement, on a plus ou moins de courbes d'expérience, mais on saura toujours agréger des solutions de financement un peu particulières, où on est un peu en mode financement de projet, et où finalement on arrive à prendre ce projet, puis à dire tiens, je t'accompagne. Les tâches qui vont être
le plus complexe et qui va nous renvoyer à une douleur que tu évoquais, qui est finalement notre connaissance sur les indicateurs, ça va nous renvoyer à notre granularité en termes d'information, c'est quand, au-delà de quelques projets spécifiques, notre objectif, il est bien d'embarquer tous les acteurs dans une démarche beaucoup plus globale. Je vais prendre un exemple autour du logement. Alors on voit tous, ça c'est un terrain sur lequel il nous reste des choses à faire, puisqu'il y a quand même, au sens énergétique, au sens thermique, un gros travail de rénovation à faire sur le parc logement. Là, pour le coup, je pense que nous avons encore des choses à construire, notamment avec les organismes de logements sociaux, pour aller construire des offres qui nous permettent de financer ça, mais plus largement sur l'habitat. Moi, j'avoue que je suis incapable de dire aujourd'hui, dans tous les crédits habitat que nous effectuons, et Dieu sait que nous en effectuons, quelle est la part de ceux qui sont verts et ceux qui sont plutôt marrons, ou ceux qui sont vert clair, ou ceux qui sont vert foncé. C'est aujourd'hui une donnée que nous n'avons pas. Et je pense d'ailleurs que nous en finançons des verts bien foncés, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. En revanche, je ne sais pas l'identifier. Quand vous êtes face à des clients, à des PME, pour prendre les PME, parce que les grands groupes aujourd'hui savent se structurer pour avoir toute l'ingénierie qui est d'identifier leurs indicateurs, les suivre, les rendre transparents, ce qui veut dire derrière de la transparence, il y a souvent de la certification ou eux-mêmes un propre label, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de doute. S'il commence à y avoir des interrogations sur la sincérité, là on peut tomber dans le greenwashing, où vous avez un habillage cosmétique qui fait que vous avez l'apparence d'une finance verte, mais au fond, elle est peu, voire pas verte. Donc il faut surtout qu'on évite ça, et certains peuvent vouloir s'emparer, s'engouffrer dans cet espace. Et quand vous discutez avec un dirigeant de PME autour de sa démarche RSE, vous vous heurtez à deux difficultés. La première, c'est que c'est pas forcément, soyons honnêtes, sa préoccupation du quotidien. Il peut avoir d'autres soucis en tête plutôt que. Mais quand il a envie, et de plus en plus, effectivement, ils ont envie de dire « Ok, allons dans cette démarche ». Et nous, on va regarder comment on peut l'accompagner, on peut regarder comment on peut, y compris dans nos systèmes de financement, y compris dans nos mécanismes de taux d'intérêt, comment bonifier une approche RSE qui soit une approche RSE pertinente. On se heurte et ils commencent à nous dire « Mais vous voulez quels indicateurs ?» Et là, on dit « Les mieux, c'est quand même les vôtres ». Et là, on s'aperçoit que les PME, et je le comprends parfaitement, ont une grande difficulté à se structurer et à pouvoir mettre en place une méthode sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et rentrer avec eux dans cette dynamique. Donc on a collectivement un vrai enjeu autour de notre connaissance qui doit être beaucoup plus fine demain, de comment finalement ce verdissement de notre économie, il va se traduire dans des thématiques, dans des activités et dans des indicateurs qui pourront être travaillés, matérialisés en toute transparence. Est-ce que ça signifie donc faire des produits qui sont spécifiques par rapport à un objectif donné? Et donc, est-ce que ça signifie aussi avoir un ROI et peut-être des impacts positifs sur le plan social ou environnemental attendus qui sont différents par typologie de produit? Ça peut passer. Alors, la grande tentation, c'est tout de suite de dire il faut qu'il y ait un fléchage beaucoup plus automatique. Il y avait une question que tu as posée tout à l'heure en disant moi, je peux avoir des fonds sur mon LDD, LDDS, je ne sais pas à quoi il sert. Si on se met à voir, et d'ailleurs il y a un rapport parlementaire qui préconise de flécher davantage ou de rendre obligatoire l'utilisation des fonds du LDDS vers des projets qui sont vertueux pour la transition énergétique. Très bien, sur le fond, je ne peux qu'y souscrire. Par contre, on va tout de suite se heurter en disant qu'est-ce qui nous fait dire que ce projet, il est éligible? Et là, on va revenir sur le terrain des critères. Donc, à vouloir trop définir, trop flécher, tout flécher, on va se heurter en disant ça part de là, ça doit arriver là, et quelle est la case? Moi, aujourd'hui, je disais, je ne sais pas dans mes crédits habitat, quel est celui qui est vert, quel est celui qui est marron. Quand je finance des entreprises, quand je suis sur des projets dédiés, je n'ai pas de sujet. Quand je lui fais une ligne de financement générale pour financer l'ensemble de ses investissements, cette enveloppe globale, pour lui, peut être destinée à faire une croissance externe, à faire un projet, financer un projet qui va décarboner ou financer un projet qui va plutôt être sur le terrain social dans son entreprise. Je n'ai pas toujours l'information sur la destination de 100% des fonds. Donc oui, il faut qu'on arrive à mieux faire des parallèles entre les sources d'épargne et la destination des financements. Attention, par contre, à ne pas vouloir tout flécher, tout automatiser, parce que ça va nous faire définir des cases, et ces cases, à un moment, il va bien falloir avoir une approche un peu binaire, 0 ou 1, c'est-à-dire j'en suis ou j'en suis pas.
Là-dessus, moi, je peux témoigner tout simplement. Alors, c'est la première fois de ma vie, je crois que je suis qualifié de spécialiste de la macro. Moi, je t'ai pas dit ça. Hein. Non, alors je suis pas ça. Ok, non, merci. Non, mais parce que, alors, ce qui est pas du tout mes propos. Je t'assure. Nous, on est ancré on rencontre les entreprises, on va les voir. Voilà, on essaie de comprendre, donc on investit. La base, c'est de voir et de parler. Voilà. Donc, en revanche, ce qui est clairement vrai dans la finance de marché, c'est qu'on a des entreprises mondiales. Donc le fonds que j'évoquais tout à l'heure, c'est un fonds qui est PEable, donc 75% Europe minimum, mais il y a aussi du hors Europe, États-Unis, Canada, Asie. Donc on est dans une économie mondialisée de toute façon. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à finalement synthétiser dans un indicateur une métrique pour laquelle on va rendre compte aux clients, parce que la première promesse de ces produits thématiques dont on parle, c'est de dire, ben voilà, moi, monsieur le client, mon positionnement vis-à-vis de la transition énergétique et écologique, il est avec tel alignement. Et nous, on quantifie ça, on le publie tous les mois depuis 3 ans, et par rapport aux indices de référence. Donc le fonds que j'évoquais tout à l'heure, Sycomore Éco-Solutions, il a une neg de plus 50% aujourd'hui, par rapport à un indice de référence qui est à moins 1%. Et ça, c'est faisable. L'expérience de praticien que je voudrais vous donner, c'est que la clé pour arriver à faire, sans excès, sans les biais que vous avez évoqués, le lien entre toute l'information qu'on a, parce qu'on sait les bâtiments s'ils respectent la réglementation française, donc ils sont déjà RT 2012, puis après RT 2020, on sait s'ils sont bâtiments basse consommation, on sait s'ils sont Passive House en Allemagne, etc., etc. Après, c'est faire le lien entre ces informations qui sont souvent publiques, que certaines entreprises publient, notamment sur les labels, et de l'agréger. Et nous, la démarche qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement utilisé une approche open source, c'est-à-dire que toute la méthodologie qui agrège en fait cette note, elle est transparente, elle est sur Internet, il y a 300 pages de méthodologie. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire en 2 langues. On a commencé par l'anglais pour commencer. Et dans les 200 sources qui sont citées, ce sont des études d'analyse de cycle de vie comparative et beaucoup de bases de données environnementales, d'impact environnemental, qui sont sur des moyennes mondiales, parce que le terrain de jeu, de toute façon, l'économie, il est mondial, et des labels. En fait, plus de la moitié de ces sources, c'est des labels qui vont être aussi bien que le label bio sur l'alimentation, que des labels dans les textiles, donc la construction, j'en ai parlé, et de la performance énergétique, des forêts gérées durablement, comme FSC, etc., etc. Et cette information qui est, elle, ancrée dans le micro, parce qu'il y a des auditeurs c'est des tierces parties qui vont dire, OK, votre exploitation forestière, elle correspond à ce cahier des charges FSC qui a été fait avec des ONG, et ils sont revus par cette tierce partie régulière. C'est possible. Donc la clé, en fait, c'est d'être transparent aussi sur la méthode pour faire le lien entre le micro et être capable de l'agréger. Alors forcément avec des biais. Le pari qu'on fait, c'est voilà, il y a forcément des biais parce que les bases de données, elles sont ce qu'elles sont, mais au moins on vous dit comment c'est fait. Et comme ça, il n'y a pas de loup. Je te rassure, hein, je ne me permettrai absolument pas de penser, je ne le pense pas, que tu es un spécialiste de la macro et que tu n'as qu'une approche macro. Je disais simplement, et c'était mes propos, qu'un certain nombre de normes telles qu'ont été définies ont été dans une logique assez macro. Si on est ESR parce qu'on remplit un certain nombre de cases, je pense qu'on se trompe de débat. C'est ce que tu indiques à l'instant, en disant ces cases sont remplies, mais je vérifie qu'elles sont bien remplies et qu'elles ont bien un objectif par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est une problématique aussi qui existe. C'est-à-dire qu'on connaît des entreprises dans plein de domaines qui ont développé des normes sur la relation sociétale dans l'entreprise, etc. Pas plus d'heures, je ne vais pas les citer, j'en connais sur la région. Et franchement, je connais ensuite comment ça se passe dans l'entreprise. Et on se dit, je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais ils l'ont fait quand même, ils ont rempli les cases. Effectivement, c'est les normes qui sont remplies. Moi, ce qui m'importe, c'est pour ça que je faisais la différence, c'est que la micro, mais tu viens d'y répondre en disant, je vais dans le cœur de l'entreprise pour m'assurer quand même que ça n'est pas qu'un process, c'est un process avec une volonté d'aboutir, c'est ce que fait en réalité l'entreprise derrière. Et je pense que là-dessus, les grands labels dont on parle et que je soutiens, hein, que ce soit les Bicorp, etc., on n'a pas eu cette démarche pour le moment, mais pourquoi pas ? Et moi, j'ai des gens autour de moi qui ont choisi ces labels-là, y compris sur des fonds d'investissement, sont peu adaptés aujourd'hui, en tout cas paraissent peu adaptés ou trop lointains de la réalité quotidienne de ce qui est une partie de mes clients, c'est les PME. Quand on leur parle de ça, c'est une montagne.
Et on est en train de leur faire graver un Everest. Je pense qu'il faudrait réfléchir, alors non pas en faisant une version dégradée du B Corp, c'est pas ça le sujet, mais il y a peut-être des moyens de développer des labels qui soient plus progressifs. Moi, on est actionnaire d'une société, vous la connaissez probablement, qui s'appelle Lucie. Qui est un label qui a été développé, plus adapté à des PME. Je ne sais pas s'ils sont bons ou pas bons. On a travaillé avec eux pendant un certain temps. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, mais sur les labels, B Corp, c'est une note sur 200. Oui. Et vous avez, ce matin, il y avait un témoignage d'un très ancien labellisé B Corp qui est Nature et Découverte. Ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, ils en sont toujours qu'à 86. Et pourtant, Dieu sait s'ils ont été pionniers. Et dans cette vision de l'économie inclusive dont on parle et alignée avec la transition écologique, voilà. Mais donc il y a une progressivité en fait qui est complètement existante dans le B Corp. Alors peut-être a-t-on, c'est peut-être moi qui ai un manque de connaissances et je l'assume bien volontiers. Peut-être a-t-on un besoin de faire un effort de pédagogie vis-à-vis des PME sur ce sujet, parce que très franchement, quand vous parlez à des PME du label B Corp, pour eux c'est l'Everest. Hein. Nous on est 70 personnes, hein, on est une PME. Non, mais je parle pas de toi. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je parle des PME qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui gèrent pas. C'est vrai. Je te parle vraiment voilà. C'est ce genre d'entreprise. Et je pense que tu vis la même chose que moi, Eric. Mais complètement. Le sujet clé, c'est comment on met tout le monde en situation de rentrer dans une trajectoire. Et dans une trajectoire qui peuvent être différentes en fonction des moyens de l'entreprise, en fonction de son business model, en fonction effectivement par rapport à sa situation de départ, ce que ça suggère en termes de pivotement, en termes de moyens complémentaires à mettre, et puis après de laisser à l'entrepreneur la possibilité presque de définir sa trajectoire. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'une finance plutôt inclusive, plutôt qu'une finance exclusive qui stopperait complètement. La seule chose, mais je pourrais peut-être en dire un mot, c'est qu'on l'a fait de manière extrêmement volontaire dans le cadre de la stratégie climat sur quelques opérateurs. Mais mis à part ça, pour le reste, notre volonté, il est plutôt d'accompagner. Et là, on voit bien que, je ne sais pas trop comment on peut le couvrir, mais on a tous quelque part une responsabilité à faire en sorte qu'on puisse le couvrir. C'est quelle est la démarche d'accompagnement que l'on peut mettre au profit de ces chefs d'entreprise pour qu'ils intègrent la démarche à leur rythme, mais pour ne pas rester que sur du court terme, mais aussi mettre cette dimension de moyen terme dans leur focale et qu'ils puissent intégrer ça dans le temps. Là, effectivement, finalement, l'offre, parce que tout le monde en fait un peu, on en fait un peu, l'IRD en fait, les cabinets comptables en font, et puis après vous avez moult entreprises de services, mais au fond on n'a pas quelque chose, à mon avis, de suffisamment structurant et puissant pour permettre méthodologiquement de pouvoir accompagner chacun. Donc là, il y a probablement un espace, et on peut réfléchir ensemble d'ailleurs, qui nous permettrait de pouvoir se mettre à disposition des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent se projeter dans une trajectoire, et une trajectoire qui leur sera propre. Pour caricaturer, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé d'environnement, l'aspect sociétal est aussi important, c'est le S de ESR quand même. Hein. On a tous parlé à un moment, et on en parlait ensemble juste avant le début de cette discussion, du plaisir au travail. Le plaisir au travail, c'est pas de nommer un Chief Happiness Officer. C'est une démarche interne à l'entreprise. On est d'accord? Non, mais il y a des entreprises qui ont, allez, il y a un problème social dans l'entreprise, c'est pas grave, je vais créer un Chief Happiness Officer comme on crée une direction de la recherche et du développement par le passé. C'est pas ça la démarche. C'est une démarche qui est interne à l'entreprise, progressive, qui emmène les gens vers une envie, vers un sens commun, vers une mission commune, vers un partage de valeurs communs, qui amène les salariés à partager les mêmes valeurs que l'employeur, que ses actionnaires, et qui permettent d'aboutir à un objectif commun. Et ça, je ne vais pas dire dans le plaisir, mais simplement dans une volonté commune et qui aboutit finalement à on y croit tous ensemble. Et c'est ça le plaisir aussi. Mais ce n'est pas un Chief Happiness Officer. C'était juste ma remarque caricaturale. Oui, la formation des acteurs clés de l'entreprise est vraiment primordiale. Et ça me fait penser à une anecdote que qu'on avait échangé en préparant l'événement là. Cette discussion avec le directeur des achats d'une entreprise de grande distribution, mais très grande distribution, du directeur des achats France, qui souhaitait remplacer tous les frigos qui étaient un peu vieillots par des frigos plus performants, d'une part, donc pour faire des économies d'énergie, et d'autre part avec des gaz réfrigérants qui soient meilleurs pour l'environnement.
Donc c'est des opérations très classiques et qui sont d'ailleurs subventionnées par l'État, très standard. Mais sauf qu'il y avait une méconnaissance j'imagine, de la réglementation. En tout cas, cette personne avait été mal conseillée et avait peut-être fait son projet tout seul dans son coin sans discuter avec des acteurs de référence. Et du coup, il avait préparé un plan d'affaires qui permettait de remplacer tous les frigos de toute la France de cette filiale monde de l'entreprise de distribution avec un taux de retour de 3 ans. Donc plutôt une bonne opération financière. Et il a présenté ce plan sans trop réfléchir, en disant c'est top, ça va améliorer nos performances énergétiques, ça va réduire notre empreinte sur l'environnement au-delà du carbone, et ça va avoir des meilleures conditions de confort pour les salariés. Et la direction Monde, à qui il a présenté le projet, a dit non, c'est un taux de retour supérieur à 2 ans et demi. Donc pour 6 mois de rendement, ils ont jeté à la poubelle le projet. Alors en réalité, quand on réfléchit, c'est la faute de la direction Monde de rejeter un tel projet pour si peu, en fait, compte tenu des externalités positives, à la fois pour la société elle-même et aussi pour la société plus en général. Mais c'est aussi un défaut de formation des collaborateurs, parce que si le projet était mieux goupillé, le directeur des achats, en fait, il aurait pu monter un plan d'affaires en faisant intervenir un tiers financeur, en faisant intervenir tout un tas d'acteurs du financement qui auraient pu éviter d'avoir à solliciter en fait la direction Monde. Et donc juste de faire le projet d'une autre façon en termes de financement. Ce que je vois émerger par rapport à notre discussion, c'est qu'il y a une ISR qui commence à être bâtie, qui commence à prendre réellement forme et qui prend la forme de produits spécifiques, soit sur des projets spécifiques, soit au cœur de certaines entreprises, soit de startups qui sont en train de se lancer. Mais après, j'ai une question peut-être plus générale, c'est quel est le rôle de l'ISR sur tout le reste, en fait, sur toutes les entreprises qui sont justement dans une phase de progrès, qui ont besoin de financement pour augmenter, pour réduire leur impact environnemental ou pour augmenter l'impact sociétal. Est-ce qu'il y a un rôle d'un des acteurs ici pour financer au-delà de projets bien spécifiques ou d'entreprises qui sont déjà labellisées? Voilà. Je ne sais pas si sur des entreprises qui ne sont pas encore arrivées à ce stade. En fait, les entreprises, par exemple, dans la NEC qui sont à moins 30, est-ce qu'on les laisse comme ça et elles vont disparaître finalement? Parce qu'à un moment donné, s'ils n'ont plus de financement sur les marchés, ils disparaissent à un moment donné. Donc, quel est le rôle de la finance au sens large du terme pour accompagner vers le positif? Moi, je pense que c'est directement ancré dans la mission des entreprises qui font ça. Si je dis ça simplement, c'est que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je ne vais pas faire de publicité plus que de mesure. Entreprisicité a été constituée il y a maintenant 80 ans avec une vraie volonté de développer l'attractivité du territoire et de développer l'emploi. Si je sors de ça, on me sort d'entreprisicité. Et on aura raison d'ailleurs au demeurant. Ça veut dire que j'aurais transformé un modèle dont la mission a été définie comme étant un créateur de valeur sur le territoire et de valeur durable sur le territoire. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de produit spécifique aujourd'hui là-dessus. Je sais que dans la démarche telle qu'on l'adopte aujourd'hui, on a une grille d'analyse où on se pose des questions qui sont à la fois quelle est l'humeur dans l'entreprise, comment ça se situe au niveau des relations sociales et sociétales. Il m'est arrivé, et je pense qu'on l'a tous fait, de dire cette boîte elle est vachement belle, beau résultat. Je pense que j'ai bien gagné ma vie. Mais par contre, sociétalement parlant, je sais que ça se passe pas bien du tout et je n'y vais pas. Je l'ai fait sur des entreprises dans le second œuvre du bâtiment, je l'ai fait dans des entreprises dans le domaine du transport, où je savais que sociétalement, c'était vraiment quelque chose qui était du domaine du 19e siècle, quoi. Et je caricature à peine dans ce que je dis. Hein. Donc là, je prends une décision qui est une décision ferme, non pas parce que je suis bicorp, pas bicorp, j'ai des normes, c'est parce que je considère que dans mon rôle qui est d'un investisseur durable sur le territoire, où je dois défendre la création de valeur durable sur le territoire, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure.
mon rôle est d'accompagner des sociétés qui sont sociétalement responsables. De la même manière, j'estime que même si ce n'est pas la thèse principale et unique d'investissement pour mes fonds, que ma participation en amorçage sur des sociétés qui développent par exemple des engrais non chimiques à base de levure, etc., je suis dans mon rôle. Je prends un risque phénoménal parce que je sais pertinemment que ce sera des process longs et en plus qu'il va falloir implanter sur des marchés assez résilients et avec, pour lesquels la novation n'est pas facile à passer. On en a quelques preuves actuellement dans des discussions, mais je suis dans mon rôle. Ça fait partie de notre thèse. Tout simplement parce que nous avons, dans la mission de l'IRD, dans toute publicité, ancré cette volonté de favoriser la création durable de valeur sur le territoire. Et on parlait, les Bicorp, c'est l'entreprise à mission, c'est ça. Hein, c'est définir la mission de l'entreprise, finalement. Ses missions, ses positionnements. Et c'est notre position. Et moi, je vais essayer de répondre peut-être avec des exemples à la question de Pierre-Yves. Donc oui, des entreprises en transition, justement. Sachant que transition, c'est d'un point A à un point B, et que le point de départ, pour beaucoup d'entre elles, il peut être donc dans le marron, si je réutilise, donc avec des NEC négatives. On en a plein des exemples comme ça, et le plus dur, c'est de faire cette transition. Donc nous, on va bien sûr chercher à capter ces entreprises qui vont du marron vers le vert. Alors il y a des exemples partout dans le monde entier. Il y en a deux qui m'ont particulièrement frappé, qui sont assez différents. Il y a celui de Ørsted. Alors c'est un nom danois qui est récent. En fait, c'est le nouveau nom depuis 2 ans et demi de l'entreprise Dong, qui veut dire Danish Oil and Natural Gas. Donc c'est l'énergéticien d'État. 51% de l'actionnariat, c'est l'État danois, et qui était donc un acteur explorateur, pétrole, gaz, mer du Nord, et puis production d'électricité de chaleur, et qui en 2006 a adopté un plan qui s'appelait, vous pouvez difficilement faire plus transparent, From Black to Green, donc du noir au vert. Et ils ont décidé, décidé de faire un virage stratégique. Ils sont pas finis, donc on est en 2020 quand même. Hein, et on l'a reconstitué en termes de NEC. Donc ils partaient d'une NEC qui était très négative vers moins 25. Et ils ont, en l'espace d'une quinzaine d'années, arrivé à 75. En devenant, et là ils vont vers 90%, en devenant le leader mondial de l'éolien offshore. Et en ayant, alors il y a de la cession d'actifs, donc ça ne résout pas tous les problèmes, c'est juste qu'elle quitte le giron de l'entreprise. Mais il y a eu aussi des fermetures de centrales, notamment de centrales à charbon, ou des conversions en centrales biomasse. Et ils ont complètement changé de périmètre en s'étant donné une mission complètement claire et qui était gigantesque. Donc là, ça représente un revirement énorme. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de mesurer la trajectoire. Il y a un autre cas qui est Albioma, qui est une entreprise française que Léo doit connaître, qui fait de la biomasse, et notamment historiquement avec du charbon aussi, enfin charbon et biomasse, notamment dans les îles françaises, sachant que beaucoup d'îles sont, pour des raisons concrètes, souvent avec des centrales au charbon, parce que de toute façon il n'y a pas de ressources, donc c'est importé, donc quand il y a du charbon pas loin, ben, on le fait. Et donc ils sont partis d'une NEC à moins 50. Et puis, petit à petit, ils ont un plan de transformation. Ils développent aussi du photovoltaïque, de l'éolien. Et surtout, ils font des centrales hybrides qui fonctionnent une partie du temps avec de la bagasse de canne à sucre. Et puis, pour aller passer pour certaines de nouvelles centrales à 100% biomasse. Et donc, leur NEC est en train de devenir positive. Et typiquement, on a eu la chance, l'honneur de gagner un gros appel d'offres piloté par la Caisse des dépôts. Sur un fonds action, d'ailleurs, il y a eu 2 gagnants, c'était Amundi en gestion passive et puis nous en gestion active. Un fonds qui s'appelle Objectif Climat, c'était un regroupement d'investisseurs pour faire un fonds qui était justement aligné avec l'accord de Paris, problématique qui est quand même très complexe. Et dans notre proposition, on a pris en compte des éco-solutions qui sont déjà alignés ou quasiment alignés avec la transition écologique, avec là des NEC positives, mais aussi des entreprises en transition où on avait décelé dans le passé et surtout dans les plans de CAPEX et toute la stratégie qui est souvent quantifiée, notamment pour des énergéticiens ou des métiers de l'infrastructure, et ben, une augmentation de cette NEC qui allait les porter vers un alignement et qui permet de donner des éléments tangibles pour dire que oui, cette entreprise a réellement une stratégie d'alignement avec l'accord de Paris.
Donc c'est possible et cette dynamique est complètement essentielle à saisir. Alors la dynamique est tout à fait possible. Moi, je serais tenté de classifier finalement les entreprises. Alors c'est une classification qui m'appartient, que je vais partager là, un peu en quatre catégories. Il y a celles qui se prennent de plein fouet la nécessité en pleine poire, si je puis dire, parce que ils sont soit dans le charbon, pas de chance, soit ils sont dans les industries qui sont les plus consommateurs de gaz à effet de serre, et où là, de toute façon, il y a une injonction de tout le monde, de la société, de tout le monde, pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'être les plus grands pollueurs de la planète. Et c'est là d'ailleurs où toutes les banques, et singulièrement le Crédit Agricole l'année dernière, on a fait des stratégies climat, de ce point de vue-là, extrêmement volontaristes, et qui, parce que ça faisait consensus, parce que l'idée c'était de regarder comment chacun s'aligne par rapport effectivement aux accords de Paris, d'avoir une stratégie qui soit en adéquation avec ce qui était recherché par l'accord de Paris. Et donc, exclusion du charbon, et pour tous les gros émetteurs des gaz à effet de serre, la nécessité qu'ils doivent nous produire des plans d'action qui soient des plans d'action pertinents. Donc il y a ceux qui, j'ai la nécessité qui me rattrape et j'ai une injonction de la société de faire mouvement. Il y a ceux qui rentrent parce que c'est leur sujet de développement, c'est tous ceux qui rentrent sur le terrain des énergies renouvelables. Donc eux, ils arrivent avec un nouveau business model complet et là complètement propre parce qu'ils misent effectivement sur l'énergie de demain. Sur ces deux acteurs-là, la tâche est compliquée. Mais il y a au moins quelque chose, c'est que la tâche, elle est lisible. Et elle est tellement lisible, d'ailleurs, c'est que souvent, on est sur des filières, on est sur des thèmes, sur lesquels, d'ailleurs, on peut s'appuyer sur des scénarios, et qui sont des scénarios, en fait, modélisés par rapport aux accords de Paris. Et où donc, c'est assez facile, entre guillemets, je veux pas non plus être réducteur, mais en tout cas, c'est plus facile d'aller, pour le coup, définir des stratégies d'accompagnement sur la base d'indicateurs pertinents, parce qu'ils sont déjà modélisés. Donc, vous avez ces deux gros blocs. Et puis après, vous avez un autre bloc scindé, c'est toutes les autres entreprises qui là se singularisent en deux camps. Il y a celles qui sont attentives au sujet et celles qui ont encore du mal à percevoir en disant RSE, ESG, concrètement, dans mon business, ça veut dire quoi ? Et c'est là où la tâche, elle est terriblement compliquée. Et je pense que collectivement, nous n'avons pas toutes les réponses sur la capacité à les accompagner, parce qu'on est finalement face à de l'incertitude, on est face à de la difficulté à aller identifier là où je peux agir pour être pertinent au sens d'un développement durable. Et pour le coup, comment toi, financier, tu peux m'accompagner d'un point de vue responsable. Et c'est là où il y a beaucoup de choses à construire. Et avec cet enjeu qui est terriblement difficile, c'est pour le coup sortir des préoccupations au court terme et savoir se projeter, alors même que vous n'avez pas une injection à court terme qui vous fait bouger. Donc je serais tenté de dire, la tâche est difficile sur les deux premiers blocs, mais nous avons des outils. Et surtout, il y a une trajectoire qui est définie. Il nous reste beaucoup de choses à construire pour embarquer le reste des entreprises. Et dans le scoring des entreprises que vous notez, par exemple, vis-à-vis des banques, est-ce que vous intégrez d'ores et déjà des critères ESG ? Parce qu'on entend aussi beaucoup d'acteurs de la finance qui ont signé des principes pour un investissement responsable. Il me semble que c'est quasiment tous les acteurs maintenant qui ont signé ça. Est-ce que concrètement, ça se traduit en fait ? Alors, quand on entend un BlackRock qui dit aussi j'attends des entreprises maintenant qu'elles s'engagent, enfin voilà, il y a un peu deux poids deux mesures. Concrètement, en fait, comment est intégré à l'intérieur du processus décisionnel des acteurs de la finance la décision de financer ou non ? Alors nous avons, et ça vaut principalement pour les grands groupes, donc à la fois CACIB, la banque de gros, la banque de financement du groupe Crédit Agricole, et puis Amundi pour sa partie, et puis Crédit Agricole Assurance pour sa partie, note effectivement les plus gros émetteurs, une note climat, une note transition écologique, qui vient nourrir la notation globale du client et qui pour le coup va influencer un certain nombre de choix. C'est une notation qui est effective sur la banque de gros, entre guillemets, depuis cette année. L'objectif, c'est de la faire vivre, et l'objectif derrière, c'est d'en tirer les enseignements pour voir dans quelle mesure nous serions en capacité,
de la décliner au niveau des ETI, au niveau des PME. En parallèle, parce que là, la notation, elle a un côté un peu binaire, parce qu'il faut en fin de compte que derrière, on arrive à un résultat. En parallèle, on est en train de tester, notamment nous au sein de notre caisse régionale, un questionnaire, mais là c'est plutôt un questionnaire, c'est pas une notation à proprement parler, mais un questionnaire en fait qui doit permettre d'avoir une discussion ouverte vis-à-vis du client sur cette thématique et pour aller identifier là où il a besoin d'accompagnement. Donc nous sommes en train de tester une méthodologie pour questionner, pour dialoguer avec le client en vue de pouvoir l'accompagner sur une trajectoire que l'on participerait avec lui à élaborer. Voilà, c'est une démarche qui est tout à fait récente. Il va nous falloir un peu de temps pour l'éprouver, pour en tirer les enseignements. Mais l'objectif, là, c'est bien par la porte du dialogue que l'on aborde le sujet et non pas côté PME sur la base d'une notation qui arriverait avec un chiffre et qui produirait une conséquence automatique derrière. Donc on est plutôt à privilégier le dialogue. Ce que je perçois aussi par rapport à ces échanges, c'est que quand vous parlez des entreprises ou des entrepreneurs que vous accompagnez, il y a un aspect aussi très micro, très presque artisanal dans ce processus. Mais la question qui se pose pour moi, c'est comment on passe véritablement à l'échelle pour passer d'une relation très humain à humain qui vient analysé finement par une rencontre, par certaines questions qui ont été posées aux dirigeants. Comment on fait pour passer à l'échelle? Parce que là, on parlait de milliards d'euros qui sont en encours sur de l'ISR, ok, mais comment on passe à 60%, 70% des encours qui sont véritablement verts ou à vocation sociétale? C'est le moment de parler de la bataille des normes, des taxonomies et peut-être, si je peux commencer, mais oui, bien sûr, c'est la difficulté. Donc, la solution, c'est de la transparence, de la comparabilité, d'où le fait que l'open source est une des réponses dans la méthode, parce que quand vous êtes transparent, on peut comparer, y compris le monde académique. Mais aujourd'hui, dans la finance, comme il n'y a pas de chiffres qui sont donnés aux académiques, y compris sur l'ESG, sauf quelques notes qui sont gratuites sur Yahoo Finance de Sustainalytics, dont l'analyse vous laisse souvent perplexe d'ailleurs, et avec beaucoup d'hétérogénéité entre les notes ESG, c'est ça. Il y a beaucoup d'articles académiques là-dessus. Donc il y a ce besoin de transparence, de comparabilité, et donc une des clés, c'est bien sûr la standardisation, qui va passer par des gros appareils, des gros objets normatifs comme la taxonomie. Alors c'est quand même un énorme travail donc j'ai évoqué les 414 pages. En fait, il y a aussi aujourd'hui un fichier Excel qui vous permet, avec des petites recherches sur Excel, de trouver quand même assez vite s'il y a une case qui correspond ou pas. Alors dans beaucoup de cas, il n'y a pas de case qui correspond, parce qu'il faut rappeler que les secteurs éligibles de la taxonomie européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'est pas terminée, quand vous prenez un indice comme le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50, vous avez à peu près 22% de l'indice qui est couvert par les catégories éligibles à la taxonomie. Et quand vous faites l'exercice jusqu'au bout sur ce qui est vert, in fine, vous arrivez à 2% d'un indice. Donc, c'est encore un outil, alors d'une part qui est binaire et qui permet d'identifier qu'une petite partie de ce qui est vert. C'est très sélectif, c'est intéressant, donc ça a une énorme valeur parce que ça produit un vrai référentiel européen. C'est très bien qu'on l'ait fait avant les Américains, par exemple. Et donc, il faut absolument continuer là-dessus. C'est vraiment quelque chose de nécessaire, mais pas suffisant en revanche, parce que aujourd'hui, il n'est pas complet. Et après, il y aura toujours cet effet binaire, c'est vert ou c'est pas vert, alors que la réalité est plus nuancée. Mais c'est un outil très utile, donc ça va se faire à travers l'élaboration de standards et de métriques. Et à ma conviction personnelle, mais c'est plus j'ai une formation scientifique, c'est que des référentiels qui sont vraiment transparents et qui sont donc utilisables par toutes les parties prenantes, y compris les auditeurs, y compris les PME, surtout les PME, je dirais, et les ONG, qui arriveront à percer. Et moi, j'aimerais dire quelque chose sur les PME, parce que
Très souvent dans le monde de la finance industrielle, justement, on est avec des gros data providers, on est avec du Bloomberg, on est avec du MSCI, des acteurs mondiaux qui vendent de la donnée extra-financière, mais que pour les grosses entreprises ou les moyennes, et puis il n'y a plus rien pour les PME parce qu'en fait ça coûte cher et puis il n'y a pas beaucoup d'acheteurs parce qu'il y a moins de... Et private equity, il n'y a rien. Et donc pour moi les métriques du futur, elles devront être cross-asset, aussi bien marcher pour une entreprise, quel que soit son actionnaire, et que ce soit même une association, peu importe. Pour la planète, c'est pareil. Faut rappeler. Et donc c'est pour ça que nous, dans la conception de la métrique que je citais tout à l'heure, l'ANEC, on a vraiment, dès le départ dans le cahier des charges, pensé que ça devait être applicable cross-asset. Et aujourd'hui, on a un partenaire qui nous a rejoint, qui est Sven Capital Partner dans le private equity, parce que il a bien compris que c'était très pratique dans le private equity. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que plus l'entreprise est petite, plus c'est facile à calculer, parce qu'elle va avoir un seul pays ou deux, et elle va avoir 2 ou 3 métiers. Et là, ça va très vite. Alors, quand vous calculez l'ANEC de GE ou de Saint-Gobain, c'est plus compliqué. Là, vous avez du temps. Donc, voilà, transparence, et vraiment, il faut que ce soit accessible aux PME, qui, je vous rappelle, c'est plus de la moitié des emplois dans le monde entier, et notamment en France. Parce qu'elle est là, l'économie réelle. Alors, on est dans le rayon des convictions personnelles, hein, donc... sur mon petit bout de lorgnette et ma petite conviction personnelle, c'est que ça a beau être lent et peut-être frustrant par certains aspects, mais je pense que le porte-à-porte, c'est essentiel aussi. Et c'est la base d'une bonne campagne politique. Hein. Si on veut gagner une élection, il faut faire du porte-à-porte. C'est pareil pour la transition énergétique et réussir à satisfaire aux accords de Paris. On peut avoir des grandes ambitions à des horizons très lointains, mais à la fin, il faut aller convaincre les gens un à un de la pertinence des solutions et de la nécessité de s'y lancer. En tout cas, c'est la conviction personnelle et puis celle qu'on porte avec Enerfip. Alors évidemment, à notre échelle, c'est un tout petit goutte d'eau dans l'océan du besoin. On a collecté à peine 30 millions d'euros les 12 derniers mois, donc c'est pas du tout à l'échelle. Et de toute façon, Enerfip n'a pas vocation à lever des milliards d'euros non plus. Enfin, espérons, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas. Mais voilà, donc nous, chez Enerfip, on pense qu'il faut quand même prendre le temps d'aller convaincre les gens et de faire cet effort pour réussir les choses, et que c'est uniquement comme ça qu'on y arrivera. J'aurais aussi voulu aborder le rôle de l'État et le rôle de l'Europe dans cette transition. Est-ce que vous le voyez comme une opportunité, à la fois peut-être là en plus par rapport à la crise de la Covid, par rapport au plan de relance, est-ce que l'État, l'Europe va être un accélérateur de cette transition, ou est-ce que le réglementaire, par exemple, est une opportunité d'une manière générale par rapport à cette transition? Je vois des sourires. Alors, ça fait la transition avec ce que je voulais dire et que j'ai oublié de dire dans mon intervention juste avant. C'est que quand on a défini les accords de Paris, la COP21 à l'époque, c'était en 2015 si je me souviens bien, il y avait cet engouement populaire autour de l'événement. Et c'est au-delà des grandes ambitions politiques venues d'en haut, c'est ça qu'avaient retenu les gens qui avaient participé, c'était de dire la société civile se bouge et finalement le politique fait son truc dans son coin, faire des accords de Paris, très bien, mais à la fin ça viendra de l'enthousiasme qui a été suscité parmi tout un tas d'acteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités territoriales, puisqu'il y avait même des communes, etc., qui ont pris des engagements, et puis les citoyens qui sont venus en masse à cet événement. Heureusement qu'il n'y avait pas le Covid d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été bien triste. Mais tout ça pour dire que le politique a son rôle de fixer des ambitions, des objectifs et un horizon, mais qu'ensuite il ne peut pas tout faire. Et alors on est bien lotis quand même en France et puis en Europe avec des institutions qui sont solides et qui ont des moyens et qui fixent des caps cohérents, mais derrière il faut que ça suive, et
ils peuvent pas tout faire, quoi. Il faut des incitations, il faut des cadres juridiques, réglementaires, qui parfois doivent se rigidifier sur certains aspects, peut-être s'assouplir sur d'autres. Mais en tout cas, c'est indispensable d'embarquer toute la société dans ce mouvement. Je voulais rajouter simplement par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, je pense que les pouvoirs publics ont un cap à fixer, à faciliter. Il y a les incitations fiscales qui peuvent exister, il y a de l'argent qui peut être mis sur la table, etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Je ne crois pas que ce soit ça qui fera cette modification dans la durée. Je pense que c'est le jour où les entrepreneurs auront compris, et on a un rôle à jouer, mais tous collectivement, hein, c'est que finalement, ce sujet est dans leur business, et dans leur core business, et que globalement, ce sujet, ils ont intérêt à le traiter, parce que c'est comme ça, excusez-moi, mais on est dans une industrie quand même, une économie capitalistique, et capitaliste, pardon, que c'est comme ça qu'ils dureront plus longtemps, qu'ils gagneront plus d'argent demain. Enfin, moi, je crois fondamentalement à ça. Je vais vous prendre un exemple. Dans une de mes activités, j'ai un espace d'événementiel, je le connais bien, qui s'appelle la Cité des Échanges. On y reçoit à peu près 4500 manifestations par an, à peu près 80 000 personnes passent dans nos murs, donc c'est pas neutre quand même pour nous, ça fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un beau petit endroit. Le sujet de tout ce qui était green, globalement, ça fait 2 ou 3 ans qu'on en parle, et globalement, on a toujours mis ça de côté jusqu'au jour où vous avez des clients qui nous ont demandé, au fait, c'est quoi les normes que vous avez chez vous ? Et là, on s'est gratté la tête, on s'est aperçu que si on ne les écrivait pas vite, on perdait des clients. Alors, peut-être qu'on l'a fait sous la contrainte, c'est peut-être idiot ce que je viens de dire là. Je dis simplement qu'on a compris que c'était dans notre core business, et que c'était dans le positionnement qu'on devait adopter. Et moi, je suis une société cotée, hein, tu l'es aussi, Eric, une société cotée. On nous demande chaque année de faire une déclaration ESR. On a tout un pavé à remplir. Ça embête tout le monde parce parce que en fait, on a rajouté un pavé supplémentaire de contraintes, mais on l'avait pas intégré dans notre core business. Et il y a pas très longtemps, avec celui qui préside le World Forum, Jean-Pierre Le Tartre, on a eu l'occasion de travailler avec le réseau Alliance sur la RSE et le core business. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est comment la RSE est un élément positif dans la valorisation et l'amélioration de mon business, pas à court terme, je mets sur la durée qu'on a parlé, c'est sur l'évolution de mon positionnement dans le temps. Et vis-à-vis des entreprises, ça sera ancré dans leur mission, dans leur métier, le jour où elles auront compris, et on les aura aidés à comprendre, que globalement, elles ont intérêt à faire, parce que demain, elles seront meilleures qu'aujourd'hui. Demain, elles seront plus compétitives par rapport à d'autres, y compris par rapport à des industries venant de Chine qui ramènent des trucs en France, etc., etc. Il y aura une vraie plus-value à en dégager. On est quand même dans un monde économique, il ne faut pas l'oublier, je crois. Alors, merci pour ce témoignage. Moi, j'ai un point de vue très tranché là-dessus. Alors, oui, bien sûr, là, c'est en termes pratiques, c'est quand on a fait la fusion de la stratégie de la RSE que là, il se passe quelque chose. Mais évidemment, parce que soit votre projet d'entreprise, moi j'ai appris ça au Centre des jeunes dirigeants il y a plus de 15 ans, l'entreprise, c'est quoi ça, son rôle en fait? C'est quoi sa légitimité sociale? C'est d'être utile à la société. Point. Et donc, quand vous dites, je fais de la RSE parce que je dis, j'ai des comptes à rendre vis-à-vis de mes parties prenantes. Bien sûr, mes clients, mes actionnaires, et mes salariés, mes fournisseurs, et mes voisins, mes riverains, les associations du coin. Et donc, quand vous replacez ça au cœur de l'entreprise, ben là, il n'y a plus de dichotomie. Vous êtes content de faire vos rapports. Donc, merci pour ce témoignage, parce que ça montre que les choses évoluent. Après, sur le côté politique, pour moi, je trouve que c'est fondamental. Il y a un rôle à tout le monde à jouer. En tant que citoyen, en allant voter aussi, d'ailleurs. Et le politique, il fait les règles du jeu économique. Aujourd'hui, j'évoquais le cas de la fiscalité aérienne. Pourquoi le gilet jaune qui doit bosser, il paye 50%, 60%, 70% de fiscalité sur le diesel qu'il met dans sa voiture, et le cadre parisien bobo qui va en vacances en Grèce, il paye 0 de fiscalité sur son billet d'avion. Et en plus, les aéroports sont subventionnés dans le monde entier. Donc c'est pas de fiscalité, mais en plus c'est subventionné. Donc il y a un problème. Qui peut changer ça? C'est les États. Et donc, moi j'ai travaillé des années dans le recyclage. Tant que vous n'avez pas une TGAP qui augmente, donc une taxe
gate fee, on dit en anglais, à l'entrée des décharges. Et tant que vous n'en aurez pas, d'ailleurs, sur les déchets de chantier, vous n'aurez pas de filière de recyclage des déchets de chantier qui soit rentable, comme il y a en Hollande depuis 20 ans. Et donc là, il suffit de... Vous prenez le train, vous allez voir comment ils font là-bas. Ils ont des super centres. Évidemment, il y a une taxe à l'entrée. Voilà, l'expérience sur la taxation, il n'y a pas que la taxation, mais ça marche quand même pas mal. Et donc là, oui, l'État a un vrai rôle à jouer. L'État a joué un rôle dans la finance avec l'article 73. L'Europe est en train de s'emparer du sujet depuis pas mal de temps. C'est une super bonne nouvelle parce qu'on est dans la région du monde où on est en avance sur l'arsenal d'accompagnement du régulateur là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il faut les deux, vraiment. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'État, au-delà d'aide fiscale, etc., pourrait et devrait avoir un rôle, et je trouve qu'on ne l'a plus depuis longtemps, dans l'industrialisation ou la relocalisation de certaines filières. En baissant le coût du travail, en faisant la TVA sociale, par exemple. Alors, je me tourne vers toi au titre du photovoltaïque. Il n'y a plus de fabricants de panneaux photovoltaïques en France. Et il pourrait y avoir une vraie démarche qui est de dire le photovoltaïque, c'est une priorité. J'essaye de réorganiser une filière de fabrication de photovoltaïque en France. Et l'éolien, on n'en est pas loin non plus, d'après ce que je peux savoir. On avait une belle société qui s'appelait Gemont Industrie dans la région qui avait développé pas mal de process en la matière. Je sais pas si... Pardon ? Voilà. Donc, je pense que là-dessus, l'État pourrait jouer un vrai rôle, un rôle fort, avec un relais des régions, sur la redéfinition de filières industrielles qui répondent à ces besoins-là. Et quand on entend parler du plan de relance qui veut aller vers des financements qui vont vers l'avion à hydrogène ou enfin en tout cas sur un grand financement sur l'hydrogène, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Alors moi, je suis plus âgé que toi, mais je me souviens quand j'avais 15 ans, je lisais Science et Vie, et on parlait déjà de la voiture à hydrogène. Quand vous regardez avec un peu de recul les pics boursiers qu'il y a eu sur l'hydrogène, il y en a eu 3 dans les 25 dernières années, il y en a un en ce moment. En revanche, oui, c'est une des solutions, mais ce n'est qu'un vecteur énergétique. Donc tout dépend de comment est fait l'hydrogène, parce qu'il y a de l'hydrogène marron, il y a de l'hydrogène marron clair, il y a de l'hydrogène gris, et puis il y a de l'hydrogène vert et de l'hydrogène vraiment vert, à partir de l'électricité renouvelable. Bon, voilà, donc c'est un sujet compliqué. Il y a des vraies propriétés qui font que chimiquement, il a un rôle à jouer, notamment dans la mobilité, dans des applications stationnaires. Voilà, maintenant, est-ce que ça va être le nirvana qui ressort tous les 20 ans sous forme de bulle ou tous les 10 ans? Ça, je ne sais pas. En fait, au-delà de ça, qu'est-ce que vous estimez du plan de relance actuel pour répondre à la question, moi, le sujet de rénovation énergétique, est-ce que vous pensez que ça va créer des filières? Je pense qu'on derrière peut-être un financement de ce type de projet-là, ou sur l'hydrogène, ou sur d'autres types sur la batterie, par exemple, avec la. Alors, je trouve qu'il y a une sorte de déformation médiatique. On adore parler des nouvelles technos qui vont sauver le monde. Alors, hydrogène, la batterie, etc. Et on adore parler des milliards qui pleuvent. Hélicoptère monnaie, là on est en plein dedans, etc. Donc le plan de relance, il y a un peu un effet comme ça. C'est à celui qui annonce le plus gros chiffre. Et maintenant, c'est entre Trump et la Commission européenne, etc. Bon, les mesures très simples que j'évoquais tout à l'heure, ça n'a rien à voir. C'est changer les règles du jeu économique. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé dans le recyclage, il y a plein de business qui seraient très utiles en termes d'emploi local. Notamment les démantèlements de voitures qu'on a essayé d'implanter sur Metal Europe avec Cita dans les années 2000. Et ben, c'était pas rentable parce qu'il fallait payer 150 € de plus par voiture et que la filière ne voulait pas. Mais donc tant qu'on n'aura pas changé ces règles du jeu, et ça c'est pas des milliards, c'est juste que globalement, en gros, aujourd'hui, on est plutôt dans le principe du travailleur-payeur, parce que le coût du travail est très cher en France, comme dans beaucoup de pays riches. Et puis le pollueur, ben lui, il paye très peu finalement. Quand on fait en moyenne, la fiscalité environnementale, c'est à peu près 2,1% du PIB en France. Donc elle est très, très, très en retard d'ailleurs par rapport à d'autres pays européens. Et là, il suffit juste que la charge qui pèse aujourd'hui sur le travailleur, elle passe sur le pollueur. C'est tout à fait en respect avec ce que dit l'OCDE depuis 30 ans, etc. Et donc là, ce n'est pas des nouveaux budgets ou des technologies ou des milliards qui pleuvent, c'est juste qu'on change les règles du jeu de l'économie. Et là, une fois que vous avez changé les règles du jeu, on va faire du durable rentable et à une échelle qui va changer. C'est ça le principal levier que je suggérerais. Alors,
pardon. Oui, non, juste peut-être sur cet aspect-là, puis pour revenir aussi sur la question des responsabilités, mais en tout cas le plan de relance, on voit bien qui dit plan de relance dit justement le rôle majeur qu'ont les pouvoirs publics à l'État pour impulser, pour aller donner le là. Après, je pense que l'État il doit être un peu plus stratège. Quand on regarde la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans la transition énergétique, on voit que par exemple sur le photovoltaïque, on l'a évoqué, la situation n'est plus la même qu'il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, on en était au début. Aujourd'hui, les groupes qui font ça ont des groupes qui sont des groupes maintenant qui ont un parc qui est suffisamment gros, qui ont des revenus récurrents et qui donc ont une capacité de se financer seuls beaucoup plus forte qu'ils ne pouvaient l'avoir. Dit autrement, il faudrait que l'État, par contre, sur l'hydrogène, où on est quand même sur des choses un peu balbutiants avec tout le risque associé autour de l'hydrogène, c'est là où massivement devrait y avoir des subventions renforcées par l'État et à l'inverse, moins de subventions pour les technologies qui sont plus matures et qui peuvent maintenant avoir un cycle de financement beaucoup plus normal. Juste peut-être après pour compléter sur les responsabilités, bien sûr que chacun doit prendre ses responsabilités. En revanche, l'État, au-delà de l'impulsion, a aussi sur certains sujets de la transition un rôle majeur au sens de « je déclenche ». Prenons les voitures, entre les voitures thermiques et les électriques et les hybrides. S'il n'y a pas des aides de l'État à l'acquisition de ces véhicules-là, il n'y a pas d'acte d'achat déclenché. Et donc finalement, nous, en bout de chaîne, on peut difficilement intervenir. Donc voilà, il y a de la place pour chacun, mais chacun, pour le coup, dans l'écosystème global, doit bien trouver son positionnement. Et en 10 secondes, est-ce que la finance et les acteurs de la finance iront suffisamment vite pour enrayer la crise climatique et les crises sociales auxquelles nous devrons faire face? Suffisamment de quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Iront suffisamment vite par rapport aux crises sociales et environnementales auxquelles nous devrons faire face? Là, je vous laisse répondre. Ce que je vais dire simplement, c'est que le monde de la finance, en tout cas tel que je le représente, est très impliqué dans tout ce qui est ISR, que ce soit sur l'aspect sociétal dont on a peu parlé, mais qui est un élément extrêmement important, et sur le plan également responsabilité environnementale, parce que je crois fondamentalement que passer le temps de la finance court-termiste, on est nous des acteurs de l'accompagnement durable et de la création de valeurs durables de l'entreprise et des territoires. Et donc, à ce titre-là, nous avons intérêt aussi, ça a aussi un intérêt, et nous voulons être des accompagnants long terme de ces projets d'évolution d'environnement ou d'accélération de mutation, parce qu'effectivement, ça existait déjà avant. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas. Est-ce que la volonté est là? La réponse est clairement oui. En tout cas, tous nos modèles sont tournés pour arriver et tendre vers ces objectifs. Peut-être le jour où on aura gagné, c'est quand la table ronde. Donc il y aura 50% de femmes, voire plus. Et puis qu'au lieu d'investissement responsable, on parle d'investissement tout court. Super. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci.